Une femme enceinte frappa à la porte d'un fermier à l'aube, et tout le village éclata de moqueries. Mais personne n'aurait pu imaginer que cette même nuit, le feu, le destin et les pleurs d'un nouveau-né allèrent changer à jamais l'histoire de Red Hollow. Que se passe-t-il lorsqu'une femme montrée du doigt par tous ose demander de l'aide au seul homme qui a juré de ne plus jamais aider personne? Clara Winslow est arrivée aux portes en fer forgé du Ranch Hale sans argent, sans famille et sans aucun ami au monde. La poussière recouvrait ses pieds nus et la peur tremblait dans son regard. Mais elle n'a pas supplié. Elle n'a pas pleuré. Elle a offert la seule chose qu'elle possédait encore, ses mains et son talent pour la cuisine. Cependant, le village avait déjà décidé qu'elle ne valait rien. Et derrière ses portes vivait un rancher silencieux, un homme qui avait enfoui son cœur si profondément que même la compassion lui semblait une erreur impardonnable. Ce que personne ne savait, c'est que le destin ne demande pas la permission, qu'un simple morceau de pain, un incendie incontrôlé dans la nuit et les premières pleurs d'un bébé peuvent unir deux âmes brisées de la manière la plus inattendue. Si vous voulez découvrir comment une femme sans espoir a réussi à ouvrir le cœur d'un homme qui croyait ne pas en avoir, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous jusqu'à la fin de cette histoire inoubliable. Et avant de continuer, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous nous regardez. Je veux savoir jusqu'où voyage l'histoire de Clara. L'aube dans le désert s'est levée, froide et silencieuse, sur Red Hollow. La lumière pâle recouvrait l'armoise comme un manteau argenté, et les falaises de grès semblaient teintées de la couleur des vieilles blessures. C'était un nouveau jour pour le village. Mais pour Clara Winslow, c'était bien plus que cela. C'était le début d'une lutte pour survivre, pour être pardonnée, et peut-être, sans le savoir encore, pour trouver un foyer là où elle pensait ne jamais en avoir. Clara Winslow se tenait à l'extérieur de la ville, les bottes usées au bout et la robe poussiéreuse et ample autour de son ventre gonflé. Elle avait marché 3 miles avant le lever du soleil et ses pieds lui faisaient mal d'une manière qui lui était devenue familière, constante, sourde, comme la honte. De là où elle se trouvait, elle pouvait voir le Ranch Hale. Il s'étendait au fond de la vallée comme quelque chose venu d'un autre monde. Des clôtures blanchies à la chaux, des granges robustes et du bétail paissant lentement sous des peupliers qui n'avaient aucune raison de pousser si loin dans le désert. De la fumée s'échappait de la cheminée de la maison principale, fine et propre. Quelque part, un coq chanta. Clara ajusta le paquet qu'elle portait dans ses bras, un châle de rechange, une casserole cabossée, une cuillère en bois usée par l'usage, et se mit en route. Le village la regarda partir. Elle ne se retourna pas. Red Hollow n'était pas un grand village, mais c'était un village dont elle se souvenait. Il se souvenait que Clara était arrivée 6 mois plus tôt dans un chariot de ravitaillement, pâle et taciturne, sans mari et sans explication. Il se souvenait qu'elle avait essayé de trouver du travail à la pension, au magasin, à la blanchisserie. Il se souvenait qu'elle avait été rejetée à chaque fois, non pas parce qu'elle ne savait pas travailler, mais parce que les femmes honnêtes ne fréquentaient pas des gens comme elle. Des gens comme elle. Cette phrase resta gravée dans la poitrine de Clara comme une pierre. Elle arriva à la porte de la ferme juste au moment où le soleil apparaissait à la crête. Le fer était froid sous sa paume lorsqu'elle le poussa pour l'ouvrir, et les gonds grinçaient suffisamment pour réveiller un mort. Elle franchit la porte et la referma doucement derrière elle, puis resta là, dans la cour poussiéreuse, à attendre. Un chien aboya quelque part derrière la grange, les poules se dispersèrent près du poulailler, mais personne ne vint. Le cœur de Clara battait fort. Elle avait répété ce moment une douzaine de fois dans sa tête, mais maintenant qu'elle était là, les mots lui semblaient insaisissables et insignifiants. Elle prit une profonde inspiration, savoura la poussière et le foin, puis se dirigea vers la maison. Elle avait parcouru la moitié de la cour lorsque la porte s'ouvrit. L'homme qui en sortit était si grand qu'il lui cachait le soleil. Gideon Hale. Clara l'avait vu une fois de loin, lorsqu'il était venu au village pour acheter des provisions. Il s'était déplacé dans le magasin comme une ombre, silencieux, efficace, disparaissant avant que quiconque puisse engager la conversation. Les femmes avaient chuchoté à son sujet après son départ. Veuf, il avait perdu sa femme et son bébé lors de l'accouchement 5 ans auparavant. Il n'avait pas dit plus de 10 mots à qui que ce soit depuis lors. Il se tenait maintenant sous le porche, une main sur le cadre de la porte, la regardant de ses yeux couleur ciel d'hiver. Clara déglutit.
Monsieur Hale, il ne répondit pas, se contentant de la regarder, puis de regarder son ventre, puis de nouveau son visage. Je m'appelle Clara Winslow, dit-elle, détestant le tremblement de sa voix. Je cherche du travail, rien pour l'instant. Le silence s'étira comme un fil tendu et bourdonnant. Je sais cuisiner, ajouta Clara rapidement. Nettoyer, raccommoder, m'occuper des animaux si nécessaire. Je ne demande pas grand-chose, juste un endroit où dormir et de quoi nourrir mon corps et mon âme. Gédéon serra la mâchoire. Pendant un instant, Clara crut qu'il allait parler, mais il secoua brusquement la tête et se tourna vers la porte. « Attendez !» Clara fit d'un pas en avant et le paquet glissa de ses bras, se répandant dans la poussière. La marmite résonna comme une cloche. Le châle se déplia, dévoilant le peu de bien qu'elle possédait. Gideon s'arrêta. « Je sais ce que les gens disent de moi dans le village, » dit Clara, sa voix désormais plus dure, teintée de colère. « Je sais ce que vous pensez de moi, monsieur. Mais je ne vous demande pas la charité, monsieur Hale. Je vous demande du travail. Je peux gagner ma vie. Je gagnerai ma vie. » Il se retourna lentement, baissa les yeux vers les affaires éparpillées, puis vers ses mains, rugueuses, cailleuses, habiles. « Je n'ai pas besoin d'aide, » dit-il finalement. Sa voix était basse et rauque, comme quelque chose qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps. « Tout le monde a besoin d'aide, » répliqua Clara, « mais pas de vous. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Clara retint son souffle, mais ne détourna pas le regard. « Parce que je suis enceinte ou parce que le village a déjà décidé que je ne valais rien. » L'expression de Gédéon ne changea pas, mais quelque chose brilla derrière ses yeux. De la reconnaissance, peut-être. Ou de la culpabilité. « Les deux, dit-il. » Clara se baissa et ramassa ses affaires avec des mains tremblantes. La casserole, le châle, la cuillère. Elle les serra contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'une armure. « Alors je demanderai ailleurs, dit-elle. Il n'y a pas d'autre endroit. Alors je le chercherai moi-même. » Elle se retourna et marcha vers la barrière, le dos droit et la tête haute. Même si sa vue était brouillée et qu'elle sentait sa poitrine se serrer, elle ne se permit pas de pleurer. Pas là, pas devant lui. Derrière elle, Gédéon la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la clôture. Puis il rentra et ferma la porte. Sympathique. À midi, Claire avait installé son campement près du ruisseau qui coulait à la limite et de la propriété de Hale. Ce n'était pas grand-chose, un endroit plat sous un peuplier rachitique, protégé du vent par un tas de rochers. Elle étendit son châle sur le sol, posa la marmite à côté et s'assit, le dos appuyé contre l'arbre. Elle avait mal aux pieds. Son estomac était lourd comme une pierre. Elle ferma les yeux et écouta le murmure de l'eau sur les rochers lisses, essayant de se convaincre que cela suffisait, qu'elle pourrait survivre seule ici jusqu'à la naissance du bébé. Mais elle n'y croyait pas. Ce soir-là, lorsque le ciel se teinta de violet et que les premières étoiles apparurent, Clara alluma un petit feu et prépara de la soupe. Ce n'était pas grand-chose. Des oignons sauvages qu'elle avait trouvés près du ruisseau, une poignée de haricots secs qu'elle avait accumulés, de l'eau du ruisseau. Mais ça sentait bon, et c'était mieux que rien. Elle en mangea la moitié et garda le reste. Puis, dans un élan qu'elle ne comprenait pas tout à fait, elle versa le reste de la soupe dans la marmite, l'enveloppa dans son torchon de rechange et la rapporta au ranch. La barrière était fermée. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une seule lampe allumée à la fenêtre. Clara posa la marmite juste à l'intérieur du portail, l'enveloppa dans le torchon pour la garder au chaud et s'en alla. Elle ne savait pas s'il la trouverait. Elle ne savait pas s'il la jetterait ou la renverserait par terre. Mais elle la laissa là quand même. Le lendemain matin, la marmite avait disparu. Clara la trouva juste à l'extérieur de son campement, propre, avec le torchon plié en un carré parfait dessus. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le ramassa. Il n'avait rien dit. Il n'était pas venu la remercier ni lui dire d'arrêter, mais il l'avait rendu. Cela devait signifier quelque chose. Alors, ce soir-là, elle fit du pain. C'était du pain dur, du genre qui se conserve longtemps, sans beurre, sans sucre, juste de la farine, de l'eau et du sel pétri, et cuit sur des braises. Elle l'emballa alors qu'il était encore chaud et l'apporta à la porte. Le lendemain matin, il avait disparu. Le torchon était revenu, plié à nouveau. Le troisième soir, elle prépara un bouillon avec un lapin qu'elle avait chassé et des herbes sauvages qu'elle avait cueillies. Cette fois, elle le laissa dans un bocal,
recouvert d'un bouchon. Le quatrième soir, un ragoût. Le cinquième soir, des biscuits. Chaque matin, le plat revenait propre, plié, en silence, et Clara continuait à cuisiner. 2 semaines passèrent. Le temps devint plus froid et le ventre de Clara s'alourdissait. Elle apprit les rythmes du ranch à distance, le bruit du bétail déplacé, le bruit métallique de la forge, les voix basses des ouvriers agricoles pendant qu'ils travaillaient. Elle apprit à reconnaître les pas de Gideon, même si elle le voyait rarement. Mais elle voyait les résultats de sa présence. La clôture près de leur campement, qui s'était effondrée, fut réparée en silence. Un matin, un tas de bois de chauffage apparut, soigneusement coupé et empilé à portée de main. Une couverture en laine, usée mais propre, était suspendue à une branche pendant qu'elle était dehors pour aller chercher de l'eau. Il ne parlait jamais, ne s'approchait jamais. Mais il était là et Clara comprit, sans avoir besoin de mots, que c'était son langage. C'était sa façon de dire « Je te vois, je t'entends, je ne sais pas quoi faire de toi, mais je te vois ». Alors elle continua à cuisiner et il continua à rapporter les assiettes. C'était une conversation sans mots, une trêve sans condition. C'était suffisant. Le jour où tout a changé a commencé comme les autres. Clara s'est réveillée avec du givre sur le sol et son souffle formant des nuages dans l'air. Elle a allumé le feu, s'est réchauffé les mains et s'est mise à faire du pain de maïs pour le laisser devant la porte. Elle avait mal au dos, une douleur sourde et persistante, mais elle l'a ignorée. Elle avait du travail à faire. Elle était à mi-chemin du ranch quand elle l'a entendu. Un cri aigu et effrayé de Winnie, haute et désespérée. Clara resta figée. Le bruit se fit entendre à nouveau, cette fois plus près, quelque part au-delà de la grange. Elle hésita, puis changea de direction et se dirigea vers le bruit. Elle trouva le poulain empêtré dans une spirale de fils barbelés près de la clôture du pâturage oriental. Il était jeune, peut-être âgé de 3 mois, et se débattait violemment, les yeux exorbités de terreur. Ses pattes étaient tachées de sang là où le fil s'était enfoncé. « Calme-toi, murmura Clara en posant son paquet par terre et en s'approchant lentement. « Calme-toi, petit, je te tiens. » Le poulain hennissait et ruait, et Clara dut reculer pour éviter un coup de sabot dans les côtes. Elle contourna l'animal avec précaution, les mains tendues et la voix basse et apaisante. « Calme-toi. Tout va bien. Tu es en sécurité. » Il lui fallut 10 minutes de patience et plusieurs frayeurs avant que le poulain ne se calme suffisamment pour que Clara puisse s'approcher. Elle s'agenouilla sur le sol, ignorant le froid qui s'infiltrait à travers sa jupe, et commença à travailler le fil de fer avec ses doigts engourdis. Les barbelés étaient tranchants et profondément emmêlés. Chaque fois qu'elle essayait de desserrer une section, une autre se resserrait davantage. Le poulain tremblait sous ses mains, respirant par saccades. « Je sais, » murmura Clara. « Je sais que ça fait mal, encore un petit effort. » Elle n'entendit pas Gédéon s'approcher. Elle était seule un instant, et l'instant d'après, il était là, accroupi à ses côtés, une pince à la main. Clara retint son souffle, mais ne s'écarta pas. Elle tint fermement le poulain pendant que Gideon coupait le fil de fer d'un geste rapide et précis. Ses mains étaient grandes et couvertes de cicatrices, mais elle les bougeait avec une délicatesse surprenante. Le dernier morceau de fil de fer se brisa, et le poulain se mit debout, titubant sur ses pattes tremblantes. Du sang coulait d'une douzaine de coupures superficielles, mais aucune ne semblait profonde. Gédéon se leva et attrapa le poulain par le licou avant qu'il ne puisse s'enfuir. Il passa sa main sur son cou, vérifiant chaque patte et chaque articulation, le visage impassible. Clara resta à genoux, respirant difficilement. « Il a besoin d'être nettoyé, » dit finalement Gideon. « Je peux vous aider, » dit Clara. Il la regarda, puis regarda son ventre et regarda à nouveau le poulain. « Allons-y alors. » Il emmena le poulain vers l'écurie et Clara le suivit, le cœur battant fort pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. « Calme-toi. » À l'intérieur de l'écurie, l'air sentait le foin, le cuir et la sueur de cheval. Gideon attacha le poulain dans un compartiment et alla chercher un seau d'eau, des chiffons propres et un pot de saupoudrette. Clara s'agenouilla à ses côtés sans qu'il le lui demande et commença à nettoyer les blessures. Ils travaillèrent en silence. Clara nettoyait tandis que Gideon appliquait la saupoudrette et ensemble, ils bandèrent les coupures les plus graves avec des bandes de tissu.
Le poulain était maintenant calme, épuisé, les flancs agités. Lorsqu'ils eurent terminé, Gideon s'assit sur ses talons et s'essuya les mains sur son pantalon. Tu as la main sûre, dit-il. Clara cligna des yeux. C'était la première fois qu'il lui disait quelque chose qui n'était ni un rejet ni un avertissement. J'ai déjà fait ça, dit-elle à voix basse. Nous avions des chevaux chez moi. Où est ta maison? À Zoo, il y a longtemps. Gideon hocha la tête comme si cela expliquait quelque chose. Peut-être. Il se leva et lui tendit la main. Clara hésita puis la prit. Sa paume était rugueuse et chaude et il l'aida à se relever facilement. Pendant un instant, ils restèrent si proches l'un de l'autre que Clara put voir les rides autour de ses yeux, les cheveux gris parmi ses cheveux noirs. Merci, dit-elle, pour le bois et la couverture. Gideon serra la mâchoire. Je ne l'ai pas fait pour te remercier. Je le sais, mais je te le donne quand même. Puis quelque chose se passa entre eux, quelque chose de fragile et d'incertain, comme le premier dégel après un long hiver. Gideon recula d'un pas. Il faut surveiller Bull. Il ne peut pas s'appuyer sur cette patte pendant quelques jours. Je peux aller voir comment il va, proposa Claire. Si tu me le permets, dit-il en la regardant longuement, puis en acquiesçant. À l'aube et au crépuscule, dit-il. N'en abuse pas. Je n'en abuserai pas. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte de la grange. Claire leva les yeux. Le pain est bon, dit-elle. Très bon. Puis elle partit. Clara resta seule dans la grange, la main posée sur son ventre, et pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Ce soir-là, elle laissa Stu à la porte, comme d'habitude. Mais cette fois, lorsqu'elle revint à son campement, elle trouva quelque chose de nouveau qui l'attendait. Une boîte, de fabrication grossière, mais solide. À l'intérieur, il y avait de la farine, du sel, du beurre, des pommes séchées, du café et une tranche de bacon enveloppée dans du papier. Sans note, sans explication. Mais Clara comprit. Elle s'assit près du feu, s'enveloppa dans la couverture et laissa couler ses larmes. Non pas de tristesse, mais d'un sentiment qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Les jours suivants suivirent un nouveau rythme. Clara examinait le poulain chaque matin et chaque soir, nettoyant ses blessures et changeant ses bandages, tandis que Gideon travaillait à proximité, réparant des sabots, coupant du bois, nourrissant les chevaux. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais le silence entre eux n'était plus aussi tendu. Il était désormais plus doux, plus facile. Parfois, Gideon lui passait un outil sans qu'elle le lui demande. Parfois, Clara fredonnait en travaillant et il s'arrêtait pour l'écouter. La jument se remit rapidement grâce à ses soins. En une semaine, elle pouvait déjà poser sa patte et hennissait lorsque Clara s'approchait. « Elle t'aime bien », dit Gideon un après-midi, appuyé contre la porte de l'écurie. « Elle est adorable », répondit Clara en grattant la jument entre les oreilles. « Il lui faut un nom. » Clara leva les yeux. « Tu ne lui as pas donné de nom. J'attendais de voir si elle survivrait. » Il fit une pause. Elle a survécu. Clara réfléchit. La jument avait une tache blanche sur le visage, brillante comme un éclair. « Tempest », dit-elle. Gideon esquissa un sourire. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. « Ça lui va bien. » Ce soir-là, Clara déposa des chaussons aux pommes devant la porte. Le lendemain matin, elle trouva un morceau de tissu de bonne qualité à côté de sa marmite, suffisant pour confectionner une robe pour la naissance du bébé. Elle le porta à sa poitrine et se remit à pleurer. Citation. 3 semaines après l'incident de la FO, les ouvriers agricoles du ranch commencèrent à parler. Clara les entendit alors qu'elle allait chercher de l'eau à la rivière. Leurs voix venaient de derrière la baraque, battaient des moqueuses. Je l'ai revu ce matin, le ventre en avant pour écouter. Le patron est un idiot s'il la laisse rester. Il a peut-être des projets pour elle. Homme seul, femme seule, tire tes propres conclusions. Des rires, cruels et aigus. Clara serra les mains sur le seau. Elle continua à marcher, la tête baissée et la mâchoire serrée. Mais les mots la poursuivaient. Il le faisait toujours. Ce soir-là, elle ne laissa pas de nourriture devant la porte. Elle s'assit près du feu, regardant les flammes, et essaya de se convaincre que peu importait ce qu'il disait, qu'elle y était habituée. Mais ce n'était pas le cas. Elle ne le serait jamais. Elle entendit des pas crisser sur le gravier derrière elle. Clara se retourna brusquement, le cœur battant, mais ce n'était que Gideon avec la casserole vide qu'elle avait laissée la veille. « Tu m'as manqué à la porte ?» dit-il. Clara détourna le regard. « Je pensais que tu n'avais pas besoin que je t'embête sur ta propriété. »
Qui a dit ça? Personne. Tout le monde, répondit-elle avec un rire amer. Est-ce important? Gideon posa la marmite par terre et s'accroupit près du feu, suffisamment près pour qu'elle puisse voir l'inquiétude qui plissait son front. C'est important, dit-il à voix basse. Et si quelqu'un te cause des problèmes, je m'en occuperai. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout le village, Monsieur Hale. Je n'ai pas besoin de m'occuper de tout le village, seulement de ceux qui sont assez stupides pour parler plus qu'ils ne devraient sur ma propriété. Clara le regarda dans les yeux. Ils étaient fermes, assurés. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi vous en souciez-vous? Gideon resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, parce que tu es venu ici pour demander une chance et que je t'ai rejeté. Mais tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas supplié. Tu as continué à venir. Tu as continué à cuisiner. Tu as continué à te battre. Il fit une pause. Cela demande du courage et je respecte le courage. Clara eut la gorge serrée. Je n'ai pas besoin de ta compassion. Tant mieux parce que je ne t'en offre pas. Il se leva et épousseta son pantalon. Ce que je t'offre, c'est un travail, si tu le veux. Il la regarda fixement. Un travail? Cuisiner pour moi dans les écuries. 3 repas par jour. Une chambre dans la caserne. Annexe. Elle dispose d'une cuisine, d'un lit, d'une porte avec serrure. Le salaire est correct. Les ouvriers ne vont pas aimer ça. Les ouvriers feront ce que je leur dis ou ils chercheront un autre travail. Et quand le bébé arrivera, eh bien, le bébé arrivera. La voix de Gédéon s'adoucit. Clara, je ne te demande pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je te demande si tu veux travailler comme je le demanderais à n'importe quel ouvrier. Le cœur de Clara battait fort. Elle regarda le feu, la marmite, le ruisseau qui coulait froid et clair dans l'obscurité. Puis elle regarda à nouveau Gédéon. Oui, dit-elle, je veux travailler. Gédéon acquiesça. Bien. Demain, tu déménages tes affaires. Le petit déjeuner commence à 5 heures. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta. Et Clara. Oui. Merci pour Tempest, pour le pain, pour ne pas avoir abandonné. Puis il partit, englouti par la nuit. Clara s'assit seule près du feu, une main sur son ventre, et se permit de croire un instant que peut-être, juste peut-être, elle avait enfin trouvé un endroit où elle avait sa place. La chambre attenante était plus petite que Clara ne l'avait imaginé, mais c'était plus que ce qu'elle avait eu depuis des mois. Un lit étroit en fer était adossé à un mur. Un poêle en fonte occupait un coin et une table en bois avec 2 chaises occupait l'espace sous la seule fenêtre. Le sol était propre, le poêle venait d'être nettoyé et quelqu'un, Gideon, soupçonnait-elle, avait laissé un tas de bois à côté de la caisse en bois. Clara posa ses affaires sur le lit et appuya sa main sur le bas de son dos, qui lui faisait mal depuis l'aube. Le bébé bougea en elle, un mouvement ondulant qui lui coupa le souffle. Elle posa son autre main sur son ventre et attendit que la sensation passe. « Tout ira bien, murmura-t-elle. Tout ira bien pour nous deux. » Elle défit rapidement ses valises. Il n'y avait pas grand-chose à déballer. Puis elle resta au milieu de la pièce, essayant d'assimiler la réalité. Une porte qui se verrouillait, un toit qui ne fuyait pas, un travail qui signifiait plus que la simple survie. Un coup à la porte la tira de ses pensées. « Mademoiselle Winslow ?» C'était la voix d'une femme, prudente, mais pas désagréable. Clara ouvrit la porte et trouva une jeune fille d'environ 16 ans debout sur le seuil, avec des fleurs saupoudrées sur son tablier et ses cheveux bruns rassemblés en une tresse pratique. Elle avait de grands yeux marrons et des taches de rousseur parsemées sur le nez. « Je m'appelle Rosie, » dit la jeune fille. « Monsieur Hale m'a dit que vous auriez besoin d'aide pour vous installer. Je travaille dans la maison principale, je fais le ménage, des retouches, tout ce qui est nécessaire. » Elle désigna le panier qu'elle portait au bras. « Je vous ai apporté quelques affaires. Du savon, des serviettes, une lampe. J'ai pensé que vous en auriez besoin. » Clara prit le panier, la gorge serrée. « Merci, c'est très gentil. » Rosie haussa les épaules, mais son sourire était sincère. « Monsieur Hale est un homme bon, même s'il ne parle pas beaucoup. S'il dit que vous allez travailler ici, ça me suffit. » Elle marqua une pause. « Au début, les domestiques vous causeront des problèmes. Ne les laisse pas t'intimider. Ce ne sont que des aboiements. Et si ce n'est pas le cas, dis-le à M. Hay et il les remettra à leur place. » Rosie regarda le ventre de Clara, puis leva les yeux vers son visage. « Pour quand es-tu prévu? »« Dans 6 semaines, peut-être 7. As-tu une sage-femme? » Clara secoua la tête.
Pas encore. Il y a une femme dans le village, Madame Coulter. Elle a aidé à mettre au monde la moitié des bébés de Red Hollow. Si vous voulez, je peux la prévenir. Je vous en serai reconnaissante. Rosie acquiesça. Je vais le faire dès aujourd'hui. Elle se retourna pour partir, puis revint sur ses pas. Mademoiselle Winslow, je suis heureuse que vous soyez ici. Cet endroit a été trop calme pendant trop longtemps. Puis elle partit, laissant Clara debout dans l'embrasure de la porte, un panier dans les bras et une sensation de chaleur qui se répandait dans sa poitrine. Le premier repas que Clara prépara pour le Ranch Hale fut le petit déjeuner du lendemain matin. Elle se leva dans l'obscurité, alluma le poêle et se mit à préparer des biscuits, de la sauce, des œufs au plat et un café si fort qu'il aurait pu décaper la peinture. Ses mains bougeaient avec la mémoire musculaire acquise au fil des années, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le Missouri, elle se sentait à nouveau elle-même. Les ouvriers arrivèrent à 5 heures pile, 7 hommes, poussiéreux et les yeux larmoyants, sentant le cheval et le tabac. Ils s'arrêtèrent net lorsqu'ils virent Clara debout près de la cuisinière, une spatule à la main. « Bonjour, dit-elle d'un ton calme. « Asseyez-vous, le repas est prêt. » Ils échangèrent des regards. L'un d'eux, un homme longiligne avec une cicatrice au menton, renifla. « Où est Tom? » « Tom a été réaffecté, » dit Gideon depuis la porte. Il entra, son chapeau à la main, et lança à l'homme un regard qui aurait pu geler l'eau. « C'est Mademoiselle Winslow qui est la cuisinière maintenant. Ça te pose un problème, Ray? Tu peux prendre ton salaire et partir. » Ray serra les mâchoires, mais ne dit rien. Il s'assit bruyamment et les autres l'imitèrent. Clara servit le repas sans dire un mot, se déplaçant avec efficacité entre la cuisine et la table. Les hommes mangèrent en silence, leurs fourchettes raclant les assiettes en étain. Elle pouvait sentir leur regard posé sur elle, l'évaluant, la jugeant, mais elle garda le menton haut et ses mouvements assurés. Lorsque les assiettes furent vides, Gideon se leva. « Bon repas, Mademoiselle Winslow. »« Merci. »« De rien, Monsieur Hale. » Les ouvriers murmurèrent leurs remerciements, certains à contre-cœur, d'autres sincèrement, puis se retirèrent. Ray fut le dernier à partir. Il s'arrêta à la porte et regarda Clara. « Les biscuits étaient bons, » dit-il. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Les jours suivants furent difficiles d'une manière différente de celle à laquelle Clara était habituée. Le travail était implacable. 3 repas par jour pour 8 hommes affamés, en plus de maintenir la cuisine propre, le garde-manger plein et le feu allumé. Elle avait désormais constamment mal au dos et ses pieds étaient tellement enflés qu'elle pouvait à peine laisser ses bottes le soir. Mais c'était un travail honnête, et c'était le sien, et cela changeait tout. Gédéon venait manger, mais il ne disait que rarement autre chose que « s'il vous plaît » et « merci ». Il mangeait vite, efficacement, comme si la nourriture n'était qu'un carburant et rien d'autre. Mais Clara remarqua qu'il prenait toujours un deuxième biscuit, qu'il buvait son café noir et très chaud, et que son regard s'adouciait lorsqu'elle lui servait son assiette. Rosie devint une habituée de la cuisine, venant chaque après-midi pour aider à préparer le dîner. Pendant qu'elle travaillait, elle discutait du ranch, du village, du temps, et Clara se rendit compte qu'elle attendait avec plus d'impatience qu'elle ne voulait l'admettre la compagnie de la jeune fille. « Monsieur Hale était différent avant, » dit Rosie un jour en épluchant des pommes de terre. « Avant que sa femme ne meure, je veux dire, ma mère dit qu'il riait souvent. » « Souvent, vous imaginez? » Clara ne pouvait pas. Comment était-elle? Sa femme, Sarah, était belle, d'après ce que j'ai entendu dire. Gentille. Elle adorait la musique. Elle jouait souvent du piano dans le salon. La main de Rose s'arrêta. Elle est morte en accouchant. Le bébé aussi. Monsieur Hale les a trouvés toutes les deux quand il est rentré des champs. Elle secoua la tête. Maman dit qu'elle n'a plus jamais touché au piano depuis. Elle garde le salon fermé à clé. Claire sentit sa poitrine se serrer. Elle repensa à la façon dont Gideon avait regardé son ventre le premier jour, à la façon dont il s'était détourné. Soudain, son hésitation prit un sens terrible. « Il se sent coupable, » dit-elle à voix basse. « Probablement, mais ce n'était pas sa faute. Parfois, les choses tournent, c'est tout. » Rosie se remit à éplucher. C'est pour ça que les gens ont été surpris quand il t'a embauché. Ils pensaient qu'il ne laisserait jamais une autre femme enceinte approcher cet endroit. Peut-être qu'il essaye de se racheter. Peut-être. Ou peut-être qu'il avait juste besoin d'une bonne cuisinière. Rosie sourit. « Ton pain de maïs est meilleur que celui de Tom, c'est certain. » Clara sourit malgré elle.
Tom avait donc placé la barre très bas. Après cela, elles travaillèrent dans un silence agréable. Et lorsque le dîner fut prêt, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la satisfaction. Mais la paix, elle l'apprenait, ne durait jamais longtemps. Les problèmes commencèrent 2 semaines après l'emménagement de Clara dans l'annexe. Elle puisait de l'eau à la pompe derrière la cuisine lorsqu'elle entendit des voix basses, en colère, masculines, provenant de la grange. Je me fiche de ce que dit Hale. Ce n'est pas bien qu'elle soit ici. Elle ne fait que cuisiner, Rye. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est une Tommy, une salope qui porte dans son ventre le bâton d'un autre homme. Et Hale la laisse dormir sous son toit. Tu trouves ça normal? Tu crois que les gens vont fermer les yeux là-dessus? Les mains de Clara se crispèrent sur la poignée de la pompe. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû l'ignorer, mais ses pieds refusaient de bouger. Tu ne sais pas, dit Tommy, plus jeune, moins sûr de lui. Elle est peut-être veuve. Ray rit, d'un rire rauque et désagréable. Une veuve n'arrive pas seule, enceinte, et sans rien d'autre que les vêtements qu'elle porte. Une veuve a une famille, elle a une histoire qui a du sens. Il baissa la voix. Souviens-toi de mes paroles, Hale va le regretter, et quand ce sera le cas, elle sera la première à franchir la porte. Clara se retourna et retourna dans la cuisine, le dos raide et les yeux brûlants. Elle posa le seau d'eau avec des mains tremblantes et resta debout près de la cuisinière, fixant le vide. Elle savait que cela allait arriver. Elle savait que le respect devait être gagné petit à petit, et que même ainsi, certains hommes ne le donneraient jamais. Mais le savoir ne rendait pas la douleur moins vive. Ce soir-là, elle servit le dîner en silence. Ray mangea sans la regarder. Les autres suivirent son exemple. Seul Gideon sembla remarquer la tension, son regard passant de Clara à ses mains, le front plissé. Lorsque le repas fut terminé et que les hommes furent partis, Gideon resta. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Clara frotta une casserole avec plus de force que nécessaire. « Non, monsieur. » Clara. Elle s'arrêta, posa la casserole et se tourna vers lui. « Il parle, » dit-elle d'un ton sec. « De moi, de la raison pour laquelle vous m'avez engagé. Il pense que je suis... » Elle ne parvint pas à prononcer le mot. Il resta coincé dans sa gorge comme un os. « Je sais ce qu'il pense, » dit Gideon. Sa voix était calme, mais elle était aussi dure que l'acier. « Et je m'en fiche. Vous devriez vous en soucier. Ce sont tes hommes. Ce sont des journaliers. Ils travaillent pour moi, pas l'inverse. » Il s'approcha d'elle. « Si quelqu'un t'a dit quelque chose, j'ai besoin de le savoir. Ce n'est pas important. » « Si ça l'est. » Clara le regarda dans les yeux. « Qu'est-ce que tu vas faire, monsieur Hall? Tu vas tous les renvoyer? Tu vas renvoyer tous ceux qui pensent du mal de moi? Il ne te restera plus personne. Alors je travaillerai moi-même au ranch. » Les mots restèrent suspendus entre eux, féroces et définitifs. Clara retint son souffle. « Tu ne penses pas ce que tu dis, » dit-elle. « Si. » Gideon serra la mâchoire et laissa tomber ses mains sur les côtés. « Je t'ai embauché parce que tu es une excellente cuisinière et parce que tu as plus de cran que la plupart des hommes que j'ai connus. Ce que pensent des gens, ce que pensent les ouvriers, c'est leur problème, pas le mien. Et s'ils ne peuvent pas voir au-delà de leur propre étroitesse d'esprit, alors ils n'ont qu'à partir. » Clara sentit une boule dans sa gorge. Elle baissa les yeux vers ses mains, rougies et à vif à cause du travail. « Pourquoi? » murmura-t-elle. « Pourquoi est-ce que ça t'importe? » Gideon resta silencieux pendant un long moment, puis il dit « Parce que je sais ce que c'est que d'être jugé pour quelque chose dont on n'est pas responsable. Et je sais ce que c'est que de tout perdre parce que les gens ont décidé de ton histoire à ta place. » Il fit une pause. « Je ne te ferai pas ça. » Clara leva les yeux, les paupières humides. « Merci. » Gideon acquiesça. Puis il se retourna et s'éloigna, ses lourdes bottes résonnant sur le sol. Clara resta seule dans la cuisine, une main sur le ventre, et laissa les larmes couler. Le lendemain matin, Ray était parti. Gideon ne donna aucune explication et Clara ne posa aucune question. Mais lorsqu'elle servit le petit déjeuner, ceux qui étaient restés étaient plus calmes, plus attentionnés. Ils disaient « s'il vous plaît » et « merci ». Ils la regardaient dans les yeux. C'était un début. Au fil des semaines, le ventre de Clara s'alourdissait et ses mouvements ralentissaient. Elle devait s'asseoir plus souvent, se reposer entre deux tâches. Rosie assuma davantage de travail sans se plaindre, et Gideon, sans qu'on le lui demande, commença à couper des légumes l'après-midi.
assis à la table de la cuisine avec un couteau et un bol, pendant que Clara avait besoin de pain. Il ne parlait pas beaucoup pendant ces séances, mais le silence était désormais confortable, presque agréable. Parfois, Clara fredonnait en travaillant et les mains de Gideon ralentissaient un instant, comme s'il écoutait quelque chose qu'il avait oublié. Un soir, alors que le ragoût mijotait et que le pain levait, Gideon prit la parole. « Tu penses parfois à ce qui va se passer après ?» demanda-t-il. Clara leva les yeux de la pâte. « Après? Après la naissance du bébé, que feras-tu? Je continuerai à travailler si tu veux toujours de moi. » « Je te veux. » Il posa le couteau. « Mais un bébé demande beaucoup de travail. Tu auras besoin d'aide. Je me débrouillerai, Clara. Je m'en suis débrouillé jusqu'à présent, non? » Sa voix était plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Elle l'adoucit. « Je ne demande pas de traitement de faveur, Monsieur Hale. Je demande simplement à continuer à faire mon travail. » « Et le père du bébé? » La question la frappa comme un coup. Les mains de Clara s'arrêtèrent sur la pâte. « Il n'a rien à voir avec ça, dit-elle finalement. Il devrait avoir quelque chose à voir avec ça. Eh bien, ce n'est pas le cas. » Clara serra les mâchoires. « Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. » Gideon l'observa longuement, puis il acquiesça. « D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je poserai la question. »« Tu le feras? » Clara le regarda dans les yeux. « Oui, je le ferai. » C'était un mensonge, et ils le savaient tous les deux. Mais Gideon laissa passer. Le dimanche suivant, Madame Coulter arriva. C'était une femme robuste d'une 50aine d'années, aux cheveux châtains roux et aux mains qui avaient assisté à plus d'accouchements qu'elle ne pouvait en compter. Elle examina Clara dans l'intimité de l'annexe, lui posant des questions d'un ton énergique et direct. « Le bébé est bien placé, dit-elle finalement. Le cœur bat fort. Tu le portes bas, ce qui signifie qu'il pourrait naître prématurément, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. » Elle joignit les mains. « Tu as eu des douleurs. J'ai mal au dos, mais j'ai toujours mal. C'est normal, mais si les douleurs deviennent régulières, toutes les 10 minutes ou moins, appelle-moi immédiatement. » « Compris, » Clara acquiesça. « Bien, je reviendrai vous voir dans 2 semaines. » Madame Coulter s'arrêta à la porte. « Vous vous en sortez bien, Clara. Le bébé est en bonne santé. Vous aussi, mais ne vous surmenez pas. » Après son départ, Clara s'assit sur le lit et poussa un soupir tremblant. 2 semaines, peut-être moins. Et elle posa sa main sur son ventre. « Reste là encore un peu, tu m'entends? Laisse-moi finir de me préparer pour toi. » Le bébé répondit par un coup de pied et Clara sourit. Cette nuit-là, elle rêva d'un incendie. Cela commença par une étincelle dans la cuisine du rêve, petite et inoffensive. Mais le vent se leva et l'étincelle se transforma en flamme. Et la flamme se transforma en brasier. Clara courut à travers la fumée et la chaleur en appelant quelqu'un. Elle ne savait pas qui, mais sa voix fut engloutie par le rugissement. Elle se réveilla en haletant, empêtrée dans les draps trempés de sueur. Dehors, le vent hurlait contre les murs et, quelque part, un volet claquait. Clara se leva et s'approcha de la fenêtre. Le ciel était sans étoiles, l'air était lourd et sec. Au loin, des éclairs clignotaient sans tonnerre. Elle frissonna et retourna se coucher, mais elle mit longtemps à trouver le sommeil. Le lendemain matin, l'air avait un goût de cendre. Gideon le remarqua également. Il se tenait dans la cour à l'aube, le visage tourné vers les montagnes, la mâchoire serrée. « C'est la saison des incendies, dit-il lorsque Clara sortit pour sonner la cloche du petit déjeuner. Quelque chose ne va pas. L'humidité est trop faible. »« À quel point? »« Assez grave, répondit-il en la regardant. Si cela arrive, je veux que tu sois prête à partir. Fais une valise. Laisse-la près de la porte. Je ne pars pas. Clara, c'est ici chez moi maintenant. Je ne vais pas fuir. » Le visage de Gideon se durcit. « Si je dis que tu pars, tu pars. Je ne vais pas voir une autre femme mourir sur cette terre. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Clara recula d'un pas, blessée. Gideon ferma les yeux. « Je suis désolé. C'était... » Il secoua la tête. « Fais juste une valise, s'il te plaît. » Clara acquiesça, la gorge nouée. « D'accord. » Elle retourna à l'intérieur et fit ce qu'il lui demandait, même si tous ses instincts s'y opposaient. Elle emballait le peu de vêtements qu'elle possédait, les couvertures pour bébé que Rosie lui avait données, la petite boîte en bois contenant la bague de mariage de sa mère. Elle posa la valise près de la porte et essaya de ne pas penser à la raison pour laquelle cela lui semblait être une capitulation.
L'incendie est arrivé 3 jours plus tard. Il a commencé dans les collines à l'ouest, une mince colonne de fumée qui s'est épaissie lorsque le vent s'est levé. À midi, le ciel avait la couleur du laiton vieilli et les cendres tombaient comme de la neige. Le bétail s'est agité et les chevaux hennissaient dans les pâturages. Gideon a rassemblé les ouvriers et a commencé à déplacer le bétail vers le ruisseau. Clara aida comme elle put, transportant des seaux d'eau pour mouiller le toit, les clôtures et le sol autour de la maison. Rosie travaillait à ses côtés, le visage maculé de suie et les yeux écarquillés de peur. « Ça avance vite », dit Rosie d'une voix tremblante. « Trop vite », Clara regarda vers les collines. La fumée était maintenant plus proche, bouillonnant de noir contre le ciel jaune. En dessous, elle pouvait voir la lueur. « Nous devons partir », dit Rosie. « Clara, nous devons partir maintenant. » Mais Clara secoua la tête. « Pas encore. Aide-moi avec les chevaux. » Elles coururent vers l'écurie et commencèrent à sortir les chevaux un par un, les libérant pour qu'ils puissent courir vers le ruisseau. Les animaux résistaient, effrayés et les yeux exorbités, mais Clara s'accrochait à eux avec une détermination farouche. Elle sentait le bébé pousser vers le bas, la douleur dans son dos s'intensifiant jusqu'à devenir plus insistante, mais elle chassa cette pensée de son esprit. Pas maintenant. Pas encore. Le dernier cheval était une jument, également en fin de gestation, qui refusait de sortir de la grange. Clara essaya de la convaincre, mais la jument se cabra et hennait, faisant briller ses sabots. « Laisse-la » cria Rosie. « Clara, laisse-la » Mais Clara ne pouvait pas. Elle savait ce que c'était que d'être piégée et terrifiée, de n'avoir aucun endroit sûr où aller. Elle attrapa le licou du maire et tira de toutes ses forces. Le maire se jeta en avant, projetant Clara au sol. Une douleur aiguë et brûlante lui transperça le ventre. Clara haleta, se tenant le ventre, et sentit quelque chose bouger à l'intérieur. « Non, pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. » Rosie était là, la tirant pour la relever et la traînant vers la porte. « Allez, allez !» Ils sortirent en titubant dans un monde de fumée et de chaleur. Le feu était proche maintenant, si proche que Clara pouvait l'entendre. Un rugissement vif et palpitant qui étouffait tout le reste. Les étincelles pleuvaient comme des étoiles, et l'air était trop chaud pour respirer. Gideon apparut dans la fumée, le visage noir de suie et les yeux exorbités. « Allez au ruisseau » cria-t-il, « maintenant !» Mais les jambes de Clara se dérobèrent sous elle. Une nouvelle douleur la traversa et elle hurla. Gideon la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Non, non, pas maintenant. Je ne pense pas avoir le choix, » haleta Clara. Il la regarda, puis regarda le feu, puis la regarda à nouveau. À ce moment-là, Clara vit qu'il prenait une décision. Il la prit dans ses bras et se mit à courir. Le monde devint une tache floue de fumée et de mouvement. Clara s'agrippa au cou de Gideon et sentit son cœur battre fort contre son flanc. Le bébé poussait sans relâche et une autre contraction l'envahit avec une telle force qu'elle ne pouvait plus respirer. Ils arrivèrent à la grange la plus éloignée de la maison, où se trouvaient Tempest et le foin d'hiver. Gideon ouvrit la porte d'un coup de pied et emmena Clara à l'intérieur. « Rosie » cria-t-il, « apporte de l'eau, des couvertures, n'importe quoi. » Rosie courut. Gideon déposa Clara sur un tas de foin, les mains tremblantes. « Tout ira bien. Tu m'entends? Tout ira bien. » Clara essaya de répondre, mais une autre contraction lui coupa la voix. Elle lui serra la main si fort que ses jointures blanchirent. La grange se remplit de fumée. Dehors, le feu rugissait de plus en plus près, et le bébé de Clara décida qu'il était temps de naître. Gideon avait assisté à des naissances de cochons et de veaux. Il avait aidé des agneaux à naître en position siège dans des chambres gelées. Mais il n'avait jamais ressenti une telle terreur. Le visage de Clara était blanc sous la suie, sa respiration était saccadée, alors qu'elle supportait une douleur qu'il ne pouvait imaginer. La fumée s'infiltrait par les fissures des murs de la grange, et dehors, le feu grondait comme 1000 trains qui fonçaient en même temps. « Je n'y arrive pas » haleta Clara entre deux contractions. « Gideon, je n'y arrive pas. Tu peux le faire. » Il ôta sa chemise et la déchira en lambeaux de ses mains tremblantes. « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Tu peux le faire. » Rosie entra en courant avec des couvertures et un seau d'eau provenant de l'abreuvoir. Son visage était baigné de larmes. « La maison est perdue » sanglota-t-elle. « La cabane est aussi. Peu importe » dit Gideon sèchement. « Mets ces couvertures sous elle. Nous avons besoin de tissu propre. »
Ils travaillèrent ensemble dans la fumée de plus en plus épaisse, Rosie étendant les couvertures, tandis que Gideon essayait de se souvenir de tout ce qu'il avait vu faire à la sage-femme des années auparavant. Quand Sarah interrompit-il brusquement cette pensée, ce n'était pas Sarah. Clara était là, vivante, se battant, et il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Une autre contraction s'empara de Clara et elle poussa un cri déchirant qui transperça la poitrine de Gideon. Il lui saisit la main et elle serra ses doigts avec force, cambrant tout son corps. C'est ça, dit-il d'une voix rauque. C'est ça, Clara. Tu y arrives. Combien de temps allaita-t-elle lorsque la douleur la libéra? Je ne sais pas, mais nous ne partirons pas d'ici sans ce que bébé. La grange craquait au-dessus d'eux. Des étincelles tombaient à travers les fissures du toit, atterrissant sur le foin encore humide de la pluie tombée plus tôt. Tempest hennissait dans son écurie, agité et effrayé, et Gideon sut qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Rosie, fais sortir les chevaux, ordonna-t-il. Tous. Puis va au ruisseau. Je ne te laisserai pas ici. Ce n'était pas une demande. Pas maintenant. Rosie regarda Clara, puis regarda à nouveau Gideon. Elle acquiesça et courut vers les écuries, ouvrant les portes et faisant sortir les chevaux dans la fumée. Tempest fut de la dernière. Elle boitait de la patte qui était en train de guérir, mais elle se déplaçait assez vite lorsque Rosie lui donna une tape sur la croupe. Puis Rosie partit, et il ne resta plus que Gideon et Clara, et le feu qui se rapprochait. Les contractions de Clara s'accélérèrent, à peine 1 minute d'intervalle entre chacune. Gideon se plaça où il devait être, les mains fermes malgré la peur qui l'envahissait. Il avait déjà assisté à des naissances, chez les animaux, certes, mais le mécanisme était le même. La vie qui faisait son chemin dans le monde, désordonnée, brutale et miraculeuse. La prochaine, dit-il. Quand la prochaine arrivera, pousse de toutes tes forces. Clara acquiesça, le visage ruisselant de sueur. Elle attrapa la couverture sous elle et attendit. La contraction la frappa comme un coup de poing. Clara poussa avec un cri guttural, contractant tous ses muscles. Gideon vit la tête du bébé, avec ses cheveux foncés, lisses et emmêlés. Une fois de plus, il l'encouragea. Encore une fois, Clara. Encore une fois. Elle poussa jusqu'à ce que les vaisseaux sanguins de ses yeux éclatent, jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que le besoin animal de survivre. Et puis, dans un jet de liquide et de sang, le bébé glissa dans les mains impatientes de Gideon. Pendant un terrible instant, rien ne se passa. Le bébé gisait immobile et silencieux, sa petite poitrine ne bougeant pas. Le cœur de Gideon s'arrêta. Il nettoya la bouche du bébé avec son doigt, comme il avait vu faire, le retourna et lui frotta le petit dos avec la paume de sa main. « Allez, murmura-t-il, allez, respire. » Rien. Clara se redressa sur ses coudes tremblants, les yeux exorbités. Est-il vivant? Gideon frotta plus fort, désormais désespéré. La grange se remplissait de fumée et la chaleur devenait insupportable. Il pouvait entendre le bois craquer au-dessus de sa tête. « Respire, ordonna-t-il, la voix brisée par le mot. « Bon sang, respire. » Et alors, la poitrine du bébé se souleva. Une fois, 2 fois, puis il cria. Le son était faible et furieux, le plus beau que Gideon ait jamais entendu. Le visage du bébé rougit, ses petites poings s'agitèrent, et il cria comme s'il maudissait le monde pour la violence de son arrivée. Clara sanglota et tendit les bras vers sa fille. Gideon posa le bébé sur la poitrine de Clara, les mains tremblant tellement qu'il eut du mal à attacher le cordon avec un morceau de sa chemise déchirée. Il les couvrit toutes les deux d'une couverture, et pendant un moment suspendu, il n'y eut plus que Clara et le bébé, et l'intense joie d'avoir survécu. Puis, une poutre s'effondra à 6 mètres de là, explosant en étincelles. Gideon revint brusquement à la réalité. « Nous devons partir. Peux-tu marcher? » « Je ne pense pas. » La voix de Clara était faible. Son visage était gris. Le sang imprégnait les couvertures sous elle, plus qu'il n'aurait dû. Gideon serra les mâchoires. Il souleva Clara et le bébé ensemble, avec les couvertures et tout, et se mit debout. Son dos lui faisait terriblement mal, mais il l'ignora. Il avait déjà porté des veaux blessés plus loin que cela. Il pouvait le faire. Il enfonça la porte de la grange d'un coup de pied et entra dans l'enfer. Le monde était orange et noir, chaleur, fumée et cendres tombantes. La maison principale n'était plus qu'un squelette en feu, la chambre une ruine effondrée.
Le feu se propageait le long des clôtures comme un être vivant, courant vers eux avec le vent. Le seul refuge était le ruisseau, à 400 mètres de là, à travers l'herbe en feu et la fumée suffocante. Gideon courut. Ses poumons brûlaient, sa vue était trouble. Le poids de Clara et des bébés réunis n'était rien comparé à la terreur qui le poussait à continuer. Il pouvait entendre Clara murmurer à l'oreille du bébé. Il pouvait entendre les pleurs de l'enfant, et il se servait de ces sons pour s'orienter lorsque la fumée devenait trop épaisse pour qu'il puisse voir à travers. Une clôture se dressait devant lui, déjà en flammes. Gideon ne ralentit pas. Il baissa l'épaule et se fraya un chemin à travers la barrière, le bois se fendant et les flammes léchant ses bras. Clara cria, mais elle garda le bébé serré contre sa poitrine. Le sol sous les bottes de Gideon passa de l'herbe à la boue. Et soudain, il entendit de l'eau, le ruisseau. Il trébucha sur la rive et attendit à l'intérieur, s'avançant suffisamment pour que l'eau lui arrive à la taille. Clara haleta à cause du froid, mais ne protesta pas. Gideon les installa tous les deux contre un rocher au milieu du ruisseau, où l'eau coulait plus vite et où la fumée se dissipait suffisamment pour qu'ils puissent respirer. Il mouilla une couverture et la posa sur Clara et le bébé, puis se blottit à côté d'eux. Autour d'eux, le monde brûlait. Les arbres explosaient sous l'effet de la chaleur. Les animaux hurlaient au loin. Le ciel était noir et l'air avait le goût de la fin de tout. Mais là, dans le ruisseau, avec l'eau qui coulait autour d'eux et le rocher derrière eux, ils étaient vivants. Le bébé pleurait, indigné par le froid, la fumée et l'audace même d'être né au milieu de tout cela. Clara le serrait fort dans ses bras, murmurant des mots que Gideon ne pouvait entendre par-dessus le rugissement du feu. Son visage était blanc comme de la craie. Ses lèvres étaient bleues, mais ses yeux étaient féroces. « C'est quoi? » demanda-t-elle soudainement. « Un garçon ou une fille? » Gideon cligna des yeux au milieu du chaos et réalisa qu'il avait oublié de vérifier. « Une fille, dit-il. Tu as une fille. » Le visage de Clara s'effondra. Elle pressa ses lèvres contre le front du bébé et ferma les yeux. « Une fille, murmura-t-elle. « Oh, ma chérie, tu as choisi un jour terrible pour arriver. » Les pleurs du bébé s'affaiblirent jusqu'à devenir des gémissements, puis un silence épuisé. Clara l'enveloppa dans la couverture humide, peau contre peau pour la réchauffer, et Gideon vit que la couleur de la petite fille s'améliorait légèrement. « Elle a besoin d'être allaitée, dit Clara. Mais je ne sais pas si je... » Elle se regarda, vit le sang qui coulait encore et sa voix se brisa. Gideon avait déjà vu cela auparavant. Après les complications de l'accouchement, l'hémorragie. Sarah s'était vidée de son sang en quelques minutes. Trop vite pour que le médecin arrive. Trop vite pour faire autre chose que prier. Il repoussa ce souvenir et regarda Clara dans les yeux. « Tout ira bien. Dès que l'incendie sera passé, je t'emmènerai au village chez Madame Coulter. Gideon, je ne vous ai pas sortis tous les deux de cette grange pour vous perdre dans ce ruisseau. Tu m'entends? Tu vas t'en sortir. » Clara sourit faiblement, tristement. « Tu ne peux pas promettre ça. Regarde-moi. » Il appuya sa main contre son ventre, exerçant une pression comme il avait vu le médecin le faire sur une jument en difficulté. Clara poussa un sifflement de douleur, mais ne se retira pas. Ils restèrent ainsi, la main de Gideon sur le ventre de Clara, les bras de Clara autour de leur fille, l'eau coulant à leur côté et le feu brûlant au-dessus d'eux, et ils attendirent. Rosie les trouva 1 heure plus tard, lorsque le feu s'était enfin éteint et que la fumée commençait à se dissiper. Elle attendait près du ruisseau, sanglotant, sa robe roussie et ses cheveux brûlés d'un côté. « Je vous croyais mort, » haleta-t-elle en agrippant Gideon par l'épaule. « Je vous croyais vivant, » répondit sèchement Gideon. « Clara a besoin d'aide. Pouvez-vous aller au village? » Rosie regarda Clara et le sang dans l'eau, et pâlit, mais acquiesça. Il y a un cheval. L'un des mères est arrivé au ruisseau. Je peux le monter. Va chercher Madame Coulter. Dis-lui que Clara saigne. Dis-lui d'apporter tout ce qu'elle a. Rosie ne perdit pas de temps à poser des questions. Elle retourna impataugeant jusqu'à la rive et courut, disparaissant parmi les ruines enfumées du ranch. Gideon resta dans le ruisseau avec Clara, maintenant la pression et murmurant des mots d'encouragement auxquels il n'était pas sûr de croire. Le bébé bougea contre la poitrine de Clara et poussa de petits gémissements. Clara réussit à porter le bébé à sa poitrine. Et lorsque le bébé s'agrippa et commença à téter faiblement, des larmes coulèrent sur le visage de Clara.
Elle est parfaite, murmura Clara. Regarde-la, elle est parfaite. Gideon regarda. Le bébé était ridé et rouge. Ses cheveux noirs collaient à son cuir chevelu. Son petit visage était plissé de concentration pendant qu'elle tétait. Elle avait le menton obstiné de Clara et des doigts incroyablement petits qui agrippaient la couverture avec une force surprenante. « Comment vas-tu l'appeler » demanda-t-il. Clara resta silencieuse pendant un long moment, regardant la fumée s'élever en spirale vers le ciel. Puis elle dit « Sky, pour la tempête, pour avoir survécu à la tempête. »« Sky » répéta Gideon. Le prénom lui semblait solide et approprié. Il lui allait bien. Les yeux de Clara se fermèrent. Sa respiration était devenue superficielle. Sa peau était moite malgré la chaleur humide. « Clara !» Gideon la secoua doucement. « Reste avec moi. Ne t'avise pas de partir maintenant. » Elle ouvrit les yeux. « Fatiguée ?» murmura-t-elle. « Je sais, mais tu dois rester éveillée pour Sky. Il a besoin de toi. Il t'a, toi. » Ces mots frappèrent Gideon comme un coup physique. Il la serra plus fort dans ses bras. « Il nous a, nous deux. Tu m'entends, nous deux. » Clara sourit, vaguement et distraitement. « D'accord, dit-elle, puis elle referma les yeux. Gideon continua à la serrer contre lui et pria un Dieu auquel il n'était plus sûr de croire. Madame Coulter arriva alors que le soleil traversait la fumée, montée derrière Rosie sur une jument à la robe claire. Elle attendit sans hésiter près du ruisseau, son sac à la main, et jeta un coup d'œil à Clara avant de passer à l'action. Depuis combien de temps saigne-t-elle? Depuis la naissance du bébé. Peut-être 2 heures. Madame Coulter pinça les lèvres. Elle examina Clara rapidement et efficacement, puis commença à panser la blessure avec des linges propres provenant de son sac. Le placenta est sorti environ 20 minutes après le bébé. Bien. C'est bon, elle travailla avec fermeté, d'une main sûre. Elle a perdu beaucoup de sang, mais l'hémorragie diminue. Nous sommes arrivés à temps. Les jambes de Gideon faillirent se dérober sous le poids du soulagement. Madame Coulter le regarda, son expression s'adoucit. « Tu t'en es bien sorti, Gideon. La plupart des hommes auraient paniqué. Tu les as sauvés tous les deux. » Il secoua la tête. Clara s'est sauvée elle-même. Je l'ai juste empêchée de s'étouffer. C'est plus que ce que la plupart des gens auraient fait. Il finit de panser la blessure et s'allongea. Nous devons la réchauffer et la sécher. Il reste quelque chose debout? Gideon regarda vers le ranch. La maison principale avait disparu. La baraque, la cuisine, la grange où Sky était né, tout était réduit en ruines fumantes. Seules les tables, à l'extrémité la plus éloignée de la propriété, étaient encore debout, noircies mais intactes. « L'écurie est, dit-il, elle a été épargnée. C'est donc là que nous allons. Rosie, aide-moi à la porter. » Ensemble, ils sortirent Clara du ruisseau, Gideon la portant dans ses bras tandis que Madame Coulter tenait Sky. Ils traversèrent le paysage calciné, passant devant des clôtures carbonisées et les cadavres d'animaux qui n'avaient pas eu le temps d'atteindre le ruisseau. L'odeur de bois et de chair brûlée était insupportable. L'écurie était un refuge après la dévastation extérieure. Les chevaux qui avaient survécu s'agitaient nerveusement dans le paddock et quelqu'un, probablement Rosie, avait déjà commencé à apporter des provisions qui pouvaient être sauvées. Ils couchèrent Clara dans une écurie propre, sur un lit de paille fraîche recouvert de couverture. Madame Coulter s'occupa d'elle pendant l'heure qui suivit, vérifiant ses signes vitaux, lui administrant des herbes, la nettoyant et la bandant à nouveau. Sky téta à nouveau, plus fort cette fois, et la couleur de Clara s'améliora progressivement, passant du gris au pâle. Lorsque Madame Coulter se leva enfin, s'essuyant les mains, elle semblait épuisée, mais satisfaite. Elle va vivre. Elle a besoin de repos, d'une bonne alimentation et de ne pas faire de travaux pénibles pendant au moins 6 semaines, mais elle va vivre. Gideon avait retenu son souffle sans s'en rendre compte. Il expira lentement. « Merci. Ne me remerciez pas encore. C'est vous qui allez vous occuper d'elle. » Madame Coulter le regarda sévèrement. « Cela signifie que vous ne discuterez pas lorsqu'elle essaiera de se lever trop tôt. Ne la laissez pas soulever quoi que ce soit de plus lourd que le bébé. Et pour l'amour de Dieu, assurez-vous qu'elle mange. Les nouvelles mères oublient toujours de se nourrir. Je m'en assurerai. » Bien. Elle lui tapota le bras. « Vous avez fait quelque chose de très courageux aujourd'hui, Gideon. Sarah serait fière de vous. La mention du nom de sa femme aurait dû le blesser. Il y a 1 an, cela aurait été le cas.
Mais là, debout parmi les ruines de son ranch, avec un nouveau-né qui pleurait dans l'étable voisine et Clara vivante contre toute attente, Gideon sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Il n'avait pas oublié, il n'oublierait jamais. Mais peut-être commençait-il enfin à pardonner. Les jours suivants se déroulèrent dans un mélange de fatigue et de travail désespéré. Le feu avait presque tout emporté, mais la terre était toujours là, et avec elle la possibilité de reconstruire. Gédéon et les ouvriers agricoles qui avaient survécu, seulement 4 des 7 originaux, travaillèrent de l'aube jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus voir clairement, sauvant ce qu'ils pouvaient et rendant l'étable habitable à long terme. Clara se remit lentement, reprenant peu à peu des forces. Madame Coulter lui rendait visite tous les jours, examinait sa blessure et se déclarait satisfaite de l'évolution de Clara. Sky prospérait malgré son arrivée dramatique dans le monde, tétant avec vigueur et dormant du sommeil profond et absolu des nouveau-nés. Rosie devint indispensable, cuisinant au feu de bois et s'occupant à la fois de Clara et du bébé lorsque Gideon était au travail. Elle fabriqua un berceau à partir d'un tiroir récupéré et cousit des vêtements pour bébé avec tous les tissus qu'elle trouvait. La jeune fille avait vieilli de plusieurs années en quelques jours, et son bavardage insouciant avait laissé place à une compétition silencieuse. Le 4e jour après l'incendie, Clara se sentit enfin assez forte pour se lever. Gideon la trouva appuyée contre la porte de l'étable, Sky dans les bras, regardant le paysage noirci. « Tu devrais te reposer, lui dit-il. Je me repose depuis 4 jours. J'avais besoin de voir. » Gideon s'approcha pour se tenir à ses côtés. Ensemble, ils observèrent les ruines. À l'endroit où se trouvait autrefois la maison, il n'y avait plus qu'une cheminée en pierre qui s'élevait parmi les cendres. La grange n'était plus qu'un souvenir. Les clôtures avaient disparu. Les pâturages étaient brûlés et noirs. On aurait dit la fin du monde, mais les peupliers près du ruisseau avaient survécu et leurs feuilles déployaient déjà leur verdure. Les montagnes se dressaient immuables, au loin. Et dans le paddock, les chevaux broutaient le foin à portée du village, le pelage brûlé, mais le moral intact. « On peut reconstruire, » dit Clara à voix basse. Gideon la regarda. Vraiment, elle le regarda dans les yeux. « Si tu m'acceptes, je sais que je ne suis pas très utile pour le moment et que le bébé complique les choses, mais... » Clara. Gideon l'interrompit délicatement. « Quand je t'ai demandé si tu resterais, j'étais sincère. L'incendie n'y a rien changé. En tout cas, fit-il après une pause, cherchant les mots justes. Toi et Sky, vous faites désormais partie de cet endroit. Vous faites partie de ce qui vaut la peine de le reconstruire. » Les yeux de Clara se rempliront de larmes. « Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai ni Dewey, ni famille, non. Tu t'as toi-même. C'est plus que suffisant. » Il regarda Sky, qui dormait paisiblement, son petit poing serré contre la poitrine de Clara. « Un jour, il aura besoin d'un père, de quelqu'un qui lui apprenne à monter à cheval, à travailler la terre. Alors je lui apprendrai, dit rapidement Gideon, même si cette idée lui avait traversé l'esprit plus d'une fois dans les heures sombres de la nuit. Je ne te demande pas d'être quelque chose que tu n'es pas prête à être. Je dis simplement que vous avez tous les deux une place ici, aussi longtemps que vous le souhaitez. » Clara resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit, « Et si un jour je voulais plus qu'un endroit? » Au moment opportun, le cœur de Gideon fit un bond dans sa poitrine. Alors nous trouverions une solution ensemble. Elle sourit d'un petit sourire plein d'espoir. Ensemble. J'aime bien cette idée. Ils restèrent là tandis que le soleil montait dans le ciel, réchauffant la terre brûlée, et Gideon réalisa quelque chose qu'il avait auparavant trop peur de reconnaître. C'était ça, la guérison. Ne pas oublier le passé, mais construire quelque chose de nouveau à partir des cendres. Ne pas remplacer ce qui avait été perdu, mais l'honorer en continuant à vivre. Ce soir-là, après que Claire et Sky se soient endormis dans leur coin de l'étable, Gideon sortit à l'endroit où se trouvait autrefois la maison. La cheminée en pierre s'élevait parmi les ruines comme un monument, et, en dessous, en regardant attentivement, il pouvait encore voir les contours des fondations. Il s'agenouilla et passa la main sur la pierre tachée de suie. Sarah était enterrée à moins d'1 kilomètre, sous un peuplier près du ruisseau. Il n'avait pas visité sa tombe depuis plus d'1 an, trop rongé par la douleur et la culpabilité pour y faire face. Mais cette nuit-là, quelque chose l'avait poussé à s'y rendre. Il trouva la tombe à la lumière de la lune, avec sa simple croix en bois toujours debout malgré la fureur du feu.
Des fleurs sauvages avaient commencé à pousser autour, violettes et jaunes à la lumière des étoiles. Gédéon s'agenouilla sur le sol et posa la paume de sa main dessus. « Je suis désolé, dit-il à voix basse. Je suis désolé de ne pas avoir pu te sauver. Je suis désolé d'avoir laissé la douleur me consumer pendant si longtemps. » Il fit une pause, la gorge serrée. « Mais je pense que tu comprendrais ce que j'essaie de faire maintenant. Construire quelque chose, aider quelqu'un qui en a besoin, me permettre de me soucier à nouveau des autres. » Le vent soufflait dans les branches des peupliers et l'espace d'un instant, Gédéon crut presque entendre la voix douce et compatissante de Sarah. « Je ne t'oublierai pas, promit-il, mais je ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Plus maintenant. » Il se leva et regarda vers l'étable, où la lumière de la lampe brillait chaudement dans l'obscurité. À l'intérieur, Clara et Sky dormaient, sains et saufs. Demain, ils commenceraient à reconstruire la maison. Ils commanderaient du bois en ville, engageraient des charpentiers, planifieraient quelque chose de plus grand et de meilleur qu'avant. Mais cette nuit-là, il se trouvait entre le passé et l'avenir, honorant les deux, et il sentit que le poids qu'il portait enfin commençait à s'alléger. Quand il revint à l'étable, Clara était réveillée, allaitant Sky à la lumière de la lampe. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, le regard doux. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. J'avais besoin de faire la paix avec quelque chose. » Il n'insista pas, se contentant de lui faire de la place pour s'asseoir à ses côtés. Ils s'assirent dans un silence complice, regardant Sky téter, écoutant les chevaux bouger dans leurs écuries. « Gédéon, dit Clara enfin. Oui, merci pour tout. Merci de ne pas avoir abandonné. » Il la regarda, cette femme qui était arrivée sans rien, qui avait affronté les ragots du village, l'incendie et l'accouchement dans une grange en flammes, qui avait réussi à se faire une place dans son cœur soigneusement protégé. « Tu rends les choses faciles, dit-il simplement. Et à la lumière de la lampe, avec un nouveau-né entre eux et un avenir incertain, mais plus effrayant, sourit Clara. La reconstruction commença à l'aube et ne s'arrêta que lorsque l'obscurité rendit la visibilité impossible. Gédéon travailla aux côtés de ses ouvriers restants, déblayant les décombres et sauvant ce qui pouvait l'être des ruines. Les clous ont été redressés et réutilisés, l'intégrité structurelle du bois carbonisé a été évaluée et les pierres ont été soigneusement nettoyées et empilées pour les nouvelles fondations. Chaque pièce de l'ancienne ferme qui pouvait être réutilisée a été mise à profit, car le bois était cher et Pride exigeait qu'ils utilisent ce que le feu leur avait laissé. Clara observait depuis la porte de l'étable lorsqu'elle avait la force de rester debout plus de quelques minutes. Sky était blotti contre sa poitrine dans une écharpe que Rosie avait confectionnée avec du coton récupéré. La petite fille avait maintenant 2 semaines et malgré tout, elle grandissait en bonne santé et forte, avec un visage plus rond et des pleurs de plus en plus indignés lorsqu'elle avait faim. Clara avait repris un peu de force, mais Mme Coulter continuait à lui rendre visite tous les 2 ou 3 jours pour vérifier son rétablissement et la gronder de trop en faire trop tôt. « Tu as encore de nombreuses années devant toi pour te tuer à la tâche, » lui avait dit la sage-femme ce matin-là. « Pour l'instant, ton travail consiste à te rétablir et à nourrir ce bébé. Tout le reste peut attendre. » Mais attendre n'avait jamais été facile pour Clara. Elle avait passé trop d'années à survivre au bord du gouffre pour rester les bras croisés pendant que les autres travaillaient. Alors, lorsque Rosie vint chercher Sky pour sa sieste de l'après-midi, Clara enfila un tablier et se rendit à l'endroit où Gédéon planifiait la nouvelle maison. Il avait tracé les fondations à l'aide de piquets et de cordes, marquant l'emplacement des murs et des pièces. La conception était plus grande que la structure d'origine, avec une cuisine convenable et une chambre au rez-de-chaussée que Clara soupçonnait d'avoir été construite en pensant à elle et à Sky, même s'il ne l'avait pas dit. « Tu devrais te reposer, » dit Gédéon lorsqu'il la vit approcher, mais il n'avait aucune chaleur dans ses mots. « Toi aussi, mais nous sommes tous les deux ici. » Clara examina le contour marqué par les piquets. « C'est plus grand qu'avant. » « Eh bien, j'ai pensé que c'était le bon moment pour l'agrandir. Le ranch aura besoin de plus de main-d'œuvre lorsque nous nous remettrons, et ils auront besoin d'un logement convenable. » Il fit une pause pour ajuster un piquet. « Et j'ai pensé que si certaines personnes avaient l'intention de rester, elles auraient besoin d'un espace convenable. » Le cœur de Clara se serra. Certaines personnes. Gédéon se redressa et la regarda dans les yeux. « Toi et Sky,
À moins que tu aies changé d'avis au sujet de ton séjour. Je n'ai pas changé d'avis. Elle s'approcha, en prenant soin de ne pas marcher sur la corde qui marquait les futurs murs. Mais Gideon, je ne peux pas te laisser construire une maison autour de nous. C'est trop. Je ne la construis pas autour de toi. Je la construis pour le ranch. Le fait qu'elle dispose d'une chambre décente et d'une cuisine suffisamment grande pour qu'un cuisinier digne de ce nom puisse y travailler. Eh bien, ce n'est que de la planification pratique. Les coins des lèvres de Clara se relevèrent. De la planification pratique. C'est vrai. Et si cette cuisinière pratique voulait aider à la planification, peut-être avoir son mot à dire sur l'emplacement de la cuisinière. L'expression de Gideon s'adoucit. Alors je dirais que la cuisinière me dise ce dont elle a besoin et je m'assurerai qu'elle l'ait. Ils se restèrent là, dans ce qui serait le futur ranch, discutant de l'emplacement des fenêtres et de la taille du garde-manger, et Clara sentit quelque chose changer et s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas de la pitié. C'était un partenariat, du genre fondé sur le respect mutuel et la compréhension tacite. Lorsque Tommy vint chercher Gideon pour l'aider avec une poutre récalcitrante, Claire retourna à l'étable et trouva Rosie Bersanskay fredonnant quelque chose d'une voix douce et basse. La petite fille était éveillée mais heureuse, ses yeux sombres suivant les mouvements du visage de Rosie. Elle devient très éveillée, dit Rosie à voix basse. Regarde comme elle observe tout. Claire s'assit à côté d'elle et caressa les cheveux soyeux de Sky. Elle est curieuse. Elle va être difficile quand elle sera plus grande. Toutes les meilleures leçons. Rosie sourit. Ma mère dit que je la rends folle. Je pose toujours des questions et je me mêle de choses qui ne me regardent pas. Comment va ta mère? Je ne l'ai pas vue depuis l'incendie. Le sourire de Ross s'est légèrement estompé. Elle va plutôt bien. Elle s'inquiète que je continue à travailler ici après tout ce qui s'est passé. Mais je lui ai dit que le Ranch Hill était autant ma maison que la sienne, et que je n'allais pas l'abandonner simplement parce que les choses devenaient difficiles. Elle n'approuve pas, dit Clara à voix basse. Ce n'était pas une question. Rosie hésita, puis soupira. Elle ne te connaît pas. Elle ne sait que ce que dit le village. Et le village n'a jamais été généreux avec la vérité. Elle regarda Clara dans les yeux. Mais moi, je te connais. J'ai vu à quel point tu travailles dur. Comment tu t'es battu pour sauver ces chevaux, même pendant que tu accouchais. Cela m'en dit plus long sur ton caractère que n'importe quel commérage. Clara sentit une boule dans sa gorge. Merci, Rosie. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. De rien. Veux-tu prendre le bébé pendant que je prépare le dîner? Je pense faire un ragoût, puisque nous avons ces légumes des Henderson. Les Henderson étaient des voisins qui vivaient à 8 kilomètres à l'est et dont la propriété avait été épargnée par l'incendie. Ils étaient arrivés 3 jours plus tard avec une charrette remplie de provisions, des légumes de leur maraîcher, de la viande fumée, de la farine, et même une poule pondeuse et un coq pour reconstituer le troupeau. D'autres voisins étaient également venus lorsque la nouvelle de l'incendie s'était répandue. Les Mitchell avaient apporté des outils. Les sculpteurs ont apporté des graines à replanter. Même les habitants du village qui avaient ignoré Clara à son arrivée se sont présentés avec des couvertures, des vêtements et des offres d'aide. Apparemment, les catastrophes avaient le pouvoir de rappeler aux gens ce qui était important. Ce soir-là, alors que Clara aidait Rosie à préparer le dîner sur le feu qu'ils avaient allumé en plein air, un écrivain est venu du village. Clara le reconnut comme étant M. Peterson, qui tenait le magasin général, et sentit un nœud se former dans son estomac à cause de son ancienne anxiété. Il l'avait renvoyée de son magasin lorsqu'elle était arrivée à Red Hollow, la congédiant avant même qu'elle ait fini de demander du travail, mais Peterson descendit de cheval et ôta respectueusement son chapeau, saluant les deux femmes d'un signe de tête. « Bonsoir, Mel Winslow, Malorossi. Monsieur Hale est-il là? » « Il travaille sur les fondations, » dit Clara avec prudence. « Je peux aller le chercher si c'est urgent. » « Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller à pied. Je voulais juste vous dire que la commande de bois est arrivée plus tôt que prévu. Je l'ai chargée et elle est prête à être récupérée quand vous le souhaitez. » Peterson fit une pause, puis ajouta « Je voulais aussi vous dire que je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé, l'incendie, le bébé. J'ai entendu dire que ça avait failli arriver. » Clara cligna des yeux, surprise. « Merci, Monsieur Peterson.
et je voulais m'excuser pour tout à l'heure quand vous êtes venu au magasin. Il passa le poids d'un pied à l'autre, mal à l'aise, mais déterminé. Je n'ai pas été aimable. J'ai fait des suppositions. Je n'avais pas le droit de faire ça. J'aimerais me rattraper, si vous me le permettez. Ce n'est pas nécessaire. Si ça l'est. Peterson la regarda dans les yeux. Vous m'avez déjà prouvé 10 fois que oui. À mon avis, toute femme capable de donner naissance à un bébé dans une grange en feu et d'en sortir en se battant mérite le respect. Donc, si vous avez besoin de quelque chose au magasin, n'hésitez pas à me le dire. Je veillerai à ce qu'on vous traite bien. Il acquiesça une fois de plus et partit à la recherche de Gideon, laissant Clara le regarder fixement. Rosie lui donna un petit coup de coude dans l'épaule. Je te l'avais dit, les gens peuvent te surprendre quand ils le veulent. Je suppose que oui, murmura Clara. Au cours des 2 semaines suivantes, d'autres surprises arrivèrent. Madame Brennan, de la pension, arriva avec un tas de vêtements de bébé qui n'allaient plus à ses enfants. Le forgeron, M. Torres, refusa d'être payé pour les travaux de ferronnerie nécessaires à la nouvelle maison. Même le pasteur, qui avait délibérément ignoré Clara au magasin général quelques mois auparavant, s'arrêta pour la féliciter de la naissance de Sky et lui demander si elle souhaitait faire baptiser la petite fille lorsqu'elle se sentirait prête. Le village essayait, à sa manière maladroite, de réparer ses erreurs. Mais tout le monde n'était pas prêt à pardonner ou à oublier. Clara s'en rendit compte lorsqu'elle se sentit enfin assez forte pour se rendre elle-même au village. Gideon devait aller à la banque pour obtenir un prêt pour la reconstruction, et Clara avait besoin de tissus pour des couches et d'autres articles nécessaires. Elle laissa Sky avec Rosie et monta dans la voiture avec Gideon, essayant d'ignorer la nervosité qui lui nouait l'estomac. Red Hollow était resté tel qu'elle l'avait trouvé à son arrivée, avec ses rues poussiéreuses et ses bâtiments aux façades factices cuisant sous le soleil du désert. Mais Clara était différente désormais. Elle tenait la tête plus haute. Ses mains étaient rugueuses à cause du travail qu'elle avait accompli et son corps portait les marques d'avoir donné la vie. Elle n'était plus la femme désespérée qui avait supplié pour obtenir un emploi. Elle était mère, cuisinière, survivante. Gédéon l'aida à descendre de la voiture devant le magasin. « Je serai à la banque pendant environ 1 heure. Si tu as besoin de moi, je reviens tout de suite. » « Ça ira, » lui assura Clara, même si elle appréciait l'inquiétude qu'elle lisait dans ses yeux. À l'intérieur du magasin, M. Peterson la salua chaleureusement et l'aida à trouver le tissu dont elle avait besoin. Mais alors que Clara mesurait des mètres de coton, la porte s'ouvrit et Mme Thornton entra, avec sa jupe bruissante et son expression sévère. C'était elle qui avait expulsé Clara de la pension, déclarant haut et fort qu'elle tenait d'un établissement respectable et qu'elle avait des normes à respecter. Les yeux de Mme Thornton se posèrent sur Clara et elle pinça les lèvres, comme si elle avait mordu dans un citron. « Eh bien, dit-elle sans s'adresser à personne en particulier, je vois que maintenant, il y a des gens qui osent se montrer en ville. » La main de Clara s'arrêta sur le tissu, mais elle ne se retourna pas. Monsieur Peterson s'éclaircit la gorge. « Madame Thornton, puis-je vous aider à trouver quelque chose? Je me demande si nous devons tous désormais prétendre que certaines situations sont acceptables. Une femme sans mari, avec un bébé né dans le scandale, qui s'installe au Ranch Hill comme si elle avait droit à la respectabilité. Ce bébé est né dans un incendie, dit Clara à voix basse en se tournant vers la femme âgée. Au cours d'une catastrophe qui a presque tout détruit, et je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis, une femme qui essaie de gagner honnêtement sa vie. Les joues de Mme Thornton rougirent. Honnête, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Ça suffit. La voix de M. Peterson était tranchante. Mademoiselle Winslow est une cliente de mon magasin et mérite la même courtoisie que n'importe qui d'autre. Elle ne mérite rien. C'est une prudente. Le mot vint de la porte, froid et dur. Gideon resta là, bloquant la lumière, l'air tourmenté. Tu es sur le point de dire quelque chose que tu ne pourras pas retirer. Madame Thornton se redressa. Monsieur Hale, vous voyez bien à quel point cette situation est inappropriée. Cette femme qui vit sur votre propriété, célibataire, avec un enfant de douteuse. Arrêtez de parler. Gideon entra dans le magasin et quelque chose dans son attitude fit reculer Madame Thornton d'un pas. Clara Winslow est la cuisinière de mon ranch. Elle travaille le plus dur que la plupart des hommes que j'ai employés et a prouvé sa valeur une 12aine de fois. Ce qu'elle est ou n'est pas au-delà de cela,
ne vous regarde pas. Les gens parleront. Les gens parlent depuis bien avant notre naissance. Cela ne rend pas leurs propos justes ou vrais. Gideon s'approcha de Clara. Vous voulez juger quelqu'un, Madame Thornton? Jugez-moi pour avoir été assez stupide pour rejeter Clara lorsqu'elle est venue demander du travail pour la première fois. Jugez-vous vous-même pour diriger une pension qui proclame la charité chrétienne, mais rejette les femmes dans le besoin. Mais vous ne pouvez pas rester dans ce magasin et humilier une femme qui n'a rien fait de mal, si ce n'est survivre à des circonstances qui auraient brisé la plupart des gens. Le magasin était devenu complètement silencieux. M. Peterson observait avec une approbation évidente, et même les deux autres clients avaient cessé de regarder pour écouter. Le visage de Mme Thornton était passé du rouge au blanc. « Je vois comment ça se passe, dit-elle d'une voix tendue. Tout le village sera au courant. Très bien, dit Gideon, qu'il le sache. Qu'il sache que Clara a mon respect et ma protection, et que quiconque a un problème avec cela peut m'en parler directement. Mme Thornton fit demi-tour et sortit en claquant la porte derrière elle. Le silence se prolongea pendant un long moment. Puis M. Peterson dit doucement, « Eh bien, il était temps. » Malgré tout, Clara sentit un rire monter dans sa poitrine. Il était saccadé, mais sincère, et la posture rigide de Gideon se détendit légèrement. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Clara. « Si, je devais ça le faire, » répondit Gideon, la mâchoire toujours serrée. « J'en ai marre que des gens comme elle décident qu'ils méritent d'être traités avec gentillesse. Tu as gagné ta place. Tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit. » Clara avait tant de choses à dire. Comment ces paroles lui donnaient le sentiment d'être vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Comment sa défense signifiait plus que n'importe quelle déclaration d'amour. Comment elle commençait à croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait cette seconde chance. Mais tout ce qu'elle put dire, ce fut « Merci ». Il acquiesça une fois, puis se tourna vers M. Peterson. « Ajoutez ce dont elle a besoin à ma note. » « J'avais prévu le coup, » dit Peterson avec un sourire. Ils finirent leurs achats en silence, mais c'était désormais un silence confortable, celui qui vient de la compréhension. Lorsqu'ils ressortirent à la lumière du soleil, Claire remarqua que plusieurs personnes les observaient de l'autre côté de la rue. Certaines semblaient curieuses, d'autres désapprobatrices, mais Claire se rendit compte que cela ne la dérangeait plus autant qu'avant. Qu'il regarde, qu'il parle. Elle devait retourner au travail et sa fille l'attendait. Le trajet en charrette jusqu'au ranch se déroula tranquillement jusqu'à ce qu'il s'éloigne suffisamment de la ville. Gideon dit alors, « Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de ma protection, j'étais sérieux. Je sais que tu l'as compris, mais je veux m'assurer que tu comprends bien ce que cela signifie. » Il ne quitta pas la route des yeux. « Cela signifie que je suis de ton côté, Clara, pas seulement en tant que ton patron, mais aussi en tant que… » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « En tant que quelqu'un qui se soucie de ce qui t'arrive, à toi et à Sky. » Le cœur de Clara battait trop vite. « Gideon, je ne te demande rien, » dit-elle rapidement. « Je sais qu'il est trop tôt et qu'il y a beaucoup de choses en suspens, mais j'avais besoin que tu saches quelle est ma position, pour qu'il n'y ait pas de confusion. » Clara regarda son profil, sa mâchoire forte, les rides autour de ses yeux, la cicatrice à peine visible au-dessus de son sourcil qu'elle ne lui avait jamais demandé. Cet homme qui avait été brisé par la perte et qui, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé dans son cœur la place pour se soucier à nouveau de quelqu'un. « Moi, Subar, moi aussi je me soucie de ce qui t'arrive, » dit-elle à voix basse. « Toi, j'ai laissé le ranch et cette vie que nous construisons. Je m'en soucie, je me soucie de toi. » Gideon serra les mains sur le volant, mais ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. La compréhension entre eux était aussi claire que l'air du désert. Lorsqu'ils arrivèrent au ranch, ils trouvèrent des visiteurs inattendus. Il y avait une voiture dans la cour et un homme grand, vêtu d'un costume poussiéreux, examinait les fondations avec intérêt. À ses côtés se trouvait une femme en robe de voyage et deux enfants, un garçon d'une dizaine d'années et une fille plus jeune, qui jouaient près de l'étable sous le regard attentif de Rosie. Gideon arrêta la charrette et descendit, l'air prudent. « Puis-je vous aider? » L'homme se retourna et sourit, tendant la main. « Monsieur Hale, je suis Daniel Winters, et voici ma femme, Margaret. Nous venons d'arriver du Colorado et nous souhaitons nous installer dans la région. Nous avons entendu dire que vous embaucherez peut-être du personnel lorsque vous aurez fini de reconstruire le ranch. » Gideon lui serra la main avec prudence. « Les nouvelles vont vite. Le territoire est petit, » dit Winters aimablement. «
Nous élevions du bétail près de Denver, mais la région est de plus en plus peuplée et les terres deviennent chères. Nous avons décidé de tenter notre chance plus au sud, dit-il en montrant les fondations. Vous semblez avoir un projet important. Je prévois de reconstruire ce que le feu a détruit. Je vais avoir besoin de main-d'œuvre expérimentée. C'est vrai. J'ai 15 ans d'expérience avec le bétail et les chevaux. Ma femme est très douée pour le jardinage et sait comment conserver les aliments et faire du beurre. Nous avons 2 enfants qui travaillent un dur pour leur âge et nous cherchons un endroit où nous installer à long terme. Winters fit une pause. Nous sommes des gens honnêtes, Monsieur Hale, des travailleurs, et nous n'accordons pas beaucoup d'importance au ragot. Il prononça cette dernière phrase en regardant Clara d'un air significatif, qui était descendu de la charrette et se tenait debout à côté de Gideon. Gideon plissa légèrement les yeux. À quelle rumeur faisait-il allusion? Margaret Winters prit la parole pour la première fois, d'une voix chaleureuse. Une de ces voix qui disent « Vous avez une femme avec un bébé qui travaille ici et la moitié du village en fait tout un plat. » Le type qui oublie de mentionner que cette femme allait aider à sauver des chevaux pendant un incendie alors qu'elle était en train d'accoucher, ou qu'elle nourrit ce ranch avec des repas honnêtes depuis avant que la catastrophe ne se produise. Elle sourit à Clara. « Nous avons rencontré Madame Coulter au village. Elle avait beaucoup à dire sur vous, Mademoiselle Winslow. Tout cela avec admiration. » Clara cligna des yeux, surprise. « C'est très gentil de votre part. »« C'est la vérité, » dit Madame Coulter en sortant de l'écurie avec Sky dans les bras. « Et j'ai dit à ces braves gens que tout ranch qui valorisait le travail acharné et le courage plutôt que les jugements mesquins était un ranch où il valait la peine de travailler. » Gideon regarda Winters, puis sa femme et ses enfants, les évaluant. Finalement, il dit « Pouvez-vous commencer lundi? » Winters sourit. « Nous pouvons commencer aujourd'hui si vous avez besoin de nous. Lundi, ça ira. Cela vous laissera le temps de vous installer en ville et de trouver un logement jusqu'à ce que le dortoir soit reconstruit. Nous avons une tente et des provisions, dit Margaret. Si vous avez de la place pour la monter, nous préférons rester sur la propriété. Les enfants se sentent mieux avec une routine et il y a toujours du travail à faire. » Gideon acquiesça lentement. Il y a un terrain plat près du ruisseau qui a été épargné par l'incendie. Il est proche de l'eau et c'est un endroit protégé. Vous êtes les bienvenus et c'est ainsi que le ranch Hale gagna une famille. À la tombée de la nuit, les Winters avaient monté leur tente et se joignirent au dîner. Margaret se montra immédiatement utile, aidant Clara et Rosie à cuisiner et apportant ses propres provisions pour compléter les maigres réserves. Les enfants, Ben et la petite Annie, étaient timides au début, mais ils se détendirent rapidement grâce aux plaisanteries amicales de Rose. Tout en mangeant du ragoût et du pain de maïs, Daniel raconta des histoires sur la vie dans les ranchs du Colorado qui firent sourire même le taciturne Gideon. Margaret admirait Sky avec une sincérité chaleureuse et lorsque le bébé devenait agité, elle enseigna à Clara une astuce pour soulager les coliques qui, selon elle, lui avaient sauvé la raison avec ses propres enfants. Cela ressemblait, pensa Clara en regardant la lumière du feu jouer sur leur visage, au début de quelque chose, pas seulement la reconstruction d'un ranch, mais la construction d'une communauté, d'une famille choisie plutôt que d'une famille de sang. Plus tard, après que les Winters se furent retirés dans leur tente et que Rosie eut emmené Annie, qui somnolait, pour l'aider à s'endormir, Clara resta avec Gideon près du ruisseau. Sky dormait appuyé contre son épaule, et l'air nocturne se rafraîchissait enfin après la chaleur de la journée. « Ce sont des gens bien, » dit Clara. « Oui, ils le sont. Nous avons eu de la chance. »« C'est toi qui crée de ta chance. Tu as décidé de les embaucher même s'ils étaient inconnus. » Gideon haussa les épaules. « J'ai aimé ce que Winter a dit sur le fait de ne pas croire les rumeurs. Et sa femme t'a regardé comme si tu étais une personne, pas un scandale. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. » Clara changea Sky d'épaule. « Les choses changent, n'est-ce pas? Le ranch, l'attitude des gens, tout. Le changement arrivait, que nous le voulions ou non. Le feu s'en était chargé. » Gideon se tourna vers elle. « La question est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient de rester ici, de faire partie de tout ça? » « Ça me convient très bien. » Clara le regarda dans les yeux à la lumière des étoiles. « C'est le premier endroit où je me sens chez moi depuis que j'ai quitté le Missouri. Le premier endroit où je me sens moi-même. » « Bien. » La voix de Gideon était rauque. « Parce que je compte sur toi pour rester ici.
Pour cuisiner, oui, mais aussi pour... Il s'interrompit, comme s'il luttait contre quelque chose. Pourquoi? Pour que cet endroit devienne un foyer et pas seulement un ranch. Pour me rappeler que la vie continue même après une perte. Il tendit lentement la main et caressa du doigt les cheveux soyeux de Sky. Pour cela, pour elle, pour un avenir qui ne se résume pas à survivre, elle eut le souffle coupé. Gideon Hale, si je ne te connaissais pas bien, je dirais que tu deviens sentimental. Peut-être que je le suis. Il retira sa main, mais ne s'éloigna pas. Le feu brûle beaucoup de choses. Certaines d'entre elles avaient besoin d'être brûlées. Ils restèrent ensemble dans l'obscurité, écoutant le ruisseau et les bruits lointains des chevaux qui s'installaient pour la nuit. Quelque part, un hibou ulula et Sky se blottit contre l'épaule de Clara avant de se rendormir. « Tout ira bien, dit Clara à voix basse. Pour nous tous. Oui, acquiesça Gideon. Je pense que oui. Et là, debout, avec les étoiles au-dessus de leur tête et le bruit de l'eau qui coulait, Clara se permit d'y croire pleinement. La maison renaquit de ses cendres au cours des 6 semaines suivantes, bois par bois, clou par clou. Daniel Winters se révéla être une aide précieuse, travaillant aux côtés de Gideon de l'aube au crépuscule, avec la compétence acquise au fil de ses années de travail honnête. Les autres ont suivi son exemple et, petit à petit, la charpente de la nouvelle maison a pris forme, plus grande que l'ancienne, plus résistante, construite pour supporter tout ce que le désert pourrait lui infliger. Clara observait sa croissance depuis la cuisine qu'elle avait installée dans une remise à côté de l'étable. Elle préparait 3 repas par jour pour une équipe qui avait doublé de taille, pétrissant le pain avec Sky attaché dans son dos, remuant le ragoût d'une main tout en allaitant le bébé. Margaret aidait quand elle le pouvait, mais avec ses propres enfants à s'occuper et un potager à cultiver, Clara assumait la majeure partie de la charge. Cela ne la dérangeait pas. Son travail lui donnait un but, et chaque repas qu'elle servait était comme une nouvelle brique dans les fondations de la vie qu'elle était en train de construire. Les hommes mangeaient désormais avec une sincère gratitude, louant ses biscuits et demandant à se resservir de son ragoût. Même Tommy, qui avait d'abord douté d'elle, commença à lui apporter des herbes sauvages qu'il trouvait en chevauchant le long de la clôture, disant qu'elles pourraient lui être utiles pour cuisiner. Clara apprit que le respect se gagnait petit à petit. Un bon repas ici, un mot gentil là, se présentait jour après jour, même lorsque la fatigue lui faisait mal aux os. Les hommes voyaient son travail, voyaient comment elle s'occupait d'un nouveau-né tout en leur donnant à manger, et leur scepticisme se transforma en quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Mais c'est la présence constante de Gideon qui consolida tout cela. Il ne faisait jamais étalage de son soutien, mais il était là dans des centaines de petits détails. La façon dont il portait des casseroles lourdes sans qu'on le lui demande. La façon dont il avait construit un plan de travail adapté dans la cuisine, à la hauteur parfaite pour qu'elle puisse travailler confortablement. La façon dont il avait sculpté un hochet en bois pour Sky et l'avait laissé sans cérémonie à côté du lit de Clara. Et la façon dont il la regardait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait peur de briser. Sky s'épanouissait dans le chaos de la reconstruction. À 6 semaines, elle avait grandi. Ses joues étaient rondes et elle était alerte, ses yeux sombres suivant les mouvements avec une attention croissante. Elle souriait désormais, de grands sourires édentés qui faisaient que tous ceux qui les voyaient arrêtaient ce qu'ils faisaient pour lui rendre son sourire. Même les ouvrières les plus rudes s'adoucissaient avec la petite fille, lui parlaient d'une voix douce et lui tendaient leurs doigts maladroits pour qu'elle les attrape. Annie Winters s'est autoproclamée gardienne dévouée de Sky, suppliant Clara de la laisser la prendre dans ses bras dès qu'elle le pouvait. La petite fille restait assise pendant des heures à bercer le bébé et à lui chanter des berceuses fausses, le visage grave sous le poids de cette responsabilité. « Elle sera magnifique quand elle grandira », annonça Annie un après-midi pendant que Clara pétrissait la pâte. Magnifique et intelligente comme sa mère. Les mains de Clara s'arrêtèrent. « C'est très gentil de ta part, Annie. C'est vrai. Ma mère le dit. Elle dit que tu es la femme la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. » Annie leva les yeux, l'air sérieux. « C'est vrai que tu as accouché de Sky dans une grange alors que tout brûlait? » « Oui. Tu as eu peur. » Clara réfléchit soigneusement à la question. « J'étais terrifié, mais parfois, être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie simplement que tu fais ce qu'il faut faire malgré tout. » Annie réfléchit à cela puis acquiesça. « Je veux être aussi courageuse un jour. »
Tu l'es déjà, ma chérie. Venir du Colorado pour recommencer à zéro dans un endroit inconnu. Cela demande du courage. La petite fille sourit et reporta son attention sur Sky, qui faisait de petits bruits et agitait des poings. Clara retourna à sa pâte, mais les paroles d'Annie restèrent dans son esprit. La femme la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. C'était étrange de la voir ainsi, alors que Clara avait toujours l'impression de peiner à garder le contrôle la plupart du temps. La maison était presque terminée lorsque la première tempête d'automne arriva. Clara se réveilla au son du tonnerre qui grondait dans la vallée et s'assit prudemment afin de ne pas déranger Sky, qui dormait désormais dans un vrai berceau, un autre des cadeaux silencieux de Gideon. À travers la fenêtre de l'étable, elle pouvait voir les éclairs clignoter à l'horizon et l'air sentait la pluie et l'électricité. Sa première pensée fut pour le feu, la seconde pour la naissance de Sky. Le tonnerre s'était mêlé au traumatisme dans son esprit, et son cœur battait fort même si elle savait que le danger était passé. Elle se leva et alla voir le bébé, qui dormait paisiblement malgré la tempête qui s'intensifiait. Clara s'enveloppa dans un châle et sortit juste au moment où les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Gideon était déjà debout, rangeant les outils et vérifiant que le toit, partiellement terminé, était en bon état. Il aperçut Clara et traversa rapidement la cour. « La tempête va être violente, dit-il. Tu devrais rester à l'intérieur. Je voulais m'assurer que tout était en sécurité. Tout va bien. Rentre à l'intérieur. Reste au sec. » Mais Clara ne bougea pas. Elle leva le visage vers la pluie, laissant ses gouttes mouiller sa peau. Elles étaient fraîches et propres, rien à voir avec la fumée et les cendres de cette terrible journée. Les gouttes tombaient plus fort, trempant sa chemise de nuit et collant ses cheveux à son crâne, et quelque chose que Clara sentait serrer sa poitrine finit par se relâcher. « Clara », Gideon commença à s'inquiéter. « Ça va, dit-elle, et elle se mit soudain à rire, les bras ouverts. « Ce n'est que de la pluie, juste de l'eau, nous sommes en sécurité. » Gideon comprit et s'approcha, la pluie ruisselant sur son visage. « Oui, nous sommes en sécurité. » Un coup de tonnerre retentit si fort qu'il fit trembler le sol, et Clara sursauta, mais ne s'enfuit pas. La main de Gideon trouva la sienne dans l'obscurité, chaude et ferme. « Le feu s'est éteint, dit-il à voix basse. Il ne peut plus nous faire de mal. Je sais, mais parfois mon corps l'oublie. Donne-lui du temps. Ce souvenir prend plus de temps que guérir. » Ils restèrent ensemble sous l'averse, main dans la main, tandis que la tempête rugissait autour d'eux. C'était une mousson d'été, violente et brève, et lorsqu'elle fut passée, ils étaient tous les deux trempés jusqu'aux os et tremblants. Tremblant, mais quelque chose avait changé. Le tonnerre n'était plus que du tonnerre. La pluie n'était plus que de la pluie, et la peur qui habitait Clara depuis ce jour dans la grange commençait enfin à s'estomper. Dans l'étable, Clara s'essuya avec une serviette et enfila des vêtements secs, puis alla voir Sky, qui avait dormi pendant toute la tempête. Elle retournait se coucher lorsque Gideon apparut à la porte, lui aussi changé, les cheveux encore humides. « Je voulais m'assurer que tu allais bien, dit-il. En fait, je vais plus que bien. » Clara sourit. « Merci de comprendre. Il n'y a pas de quoi. » Il hésita, puis entra dans la chambre. « Clara, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai cherché le bon moment, mais je commence à penser qu'il n'y a pas de moment parfait. » Le pouls de Clara s'accéléra. « D'accord. » Gideon ôta son chapeau et le fit tourner entre ses mains, un geste nerveux qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. « Je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps. En fait, seulement quelques mois, et je sais que tu es venu ici pour chercher du travail, rien de plus. Gideon, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Quand tu es apparu pour la première fois à ma porte, je t'ai rejeté. Je me suis dit que c'était plus pratique, que je n'avais pas besoin d'aide. Mais en vérité, j'avais peur. Peur de ce que cela signifiait de laisser quelqu'un entrer à nouveau dans ma vie. Peur de m'attacher et de perdre. » Il la regarda dans les yeux. « Mais tu ne m'as pas laissé me cacher derrière cette peur. Tu as continué à venir, à prouver ta valeur, à être exactement qui tu es sans t'excuser. Et à un moment donné, j'ai cessé d'avoir peur et j'ai commencé à être reconnaissant. » Clara avait la gorge serrée. « Moi aussi, je suis reconnaissante pour le travail, pour la maison, pour « je t'aime ». Les mots sortirent de manière sèche, mais assurée. « J'adore ton obstination et ta force. J'adore la façon dont tu fredonnes en cuisinant et dont tu parles à Sky comme si elle comprenait chaque mot. J'adore que tu aies affronté tout ce fichu village et que tu n'aies pas reculé. »
Elle fit une pause. Je ne te demande pas de ressentir la même chose. Je sais qu'il y a une histoire que j'ignore, des raisons pour lesquelles tu n'es peut-être pas prête pour ça, mais j'avais besoin que tu le saches. J'avais besoin d'être honnête sur ce que je ressens. Clara était incapable de parler. Les larmes coulaient sur son visage et ses mains tremblaient. Elle repensa à tout ce qui l'avait amenée là. La honte et la fuite, les mois désespérés de solitude, la terreur de la naissance de Sky. Et elle pensa à Gideon, qui lui avait donné un travail alors que personne d'autre ne le faisait, qui avait lutté contre un incendie pour la sauver, elle et sa fille, qui avait défendu son honneur dans le village et avait construit un avenir où il y avait de la place pour eux deux. Il y avait un homme, dit-elle finalement, dans le Missouri. Je croyais qu'il m'aimait. Je pensais qu'il m'épouserait quand je lui parlerais du bébé, mais il était déjà marié. Il avait une femme et des enfants que je ne connaissais pas. Sa voix se brisa. J'avais tellement honte d'avoir été trompé, d'avoir été utilisé. J'ai fui au lieu d'affronter le jugement, et je n'ai cessé de fuir depuis. L'expression de Gideon resta impassible. Cet homme était un lâche et un menteur. C'est toi qui as payé le prix de son péché. Le village ne l'a pas vu ainsi. Les gens se sont trompés. Il s'approcha d'elle. Clara, je me fiche de ton passé, sauf de la façon dont il t'a fait du mal. Ce qui m'importe, c'est qui tu es aujourd'hui et qui tu choisis d'être. Tu es une femme bien, une bonne mère et quelqu'un que je suis fier de connaître. Je t'aime aussi, murmura Clara. Je crois que je t'aime depuis que tu m'as rendu cette première marmite de soupe avec le torchon soigneusement plié. Mais j'avais peur d'espérer cela, peur de ne pas le mériter. Tu mérites tout cela. Gideon réduisit la distance entre eux et caressa son visage de ses mains calleuses. Tu mérites un foyer et la sécurité, et quelqu'un qui te voit tel que tu es. Et si tu m'acceptes, je veux être cette personne. Clara se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Au début, ce fut un baiser doux et hésitant, chacun apprenant la forme de quelque chose de nouveau. Mais ensuite, les bras de Gideon l'enlacèrent, solides et rassurants, et Clara fondit dans son étreinte comme si elle avait attendu ce moment précis toute sa vie. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Gideon appuya son front contre le sien. « Épouse-moi, lui dit-il, non pas parce que tu as besoin de protection ou de sécurité, mais parce que je veux construire une vie avec toi. Parce que je veux que Sky grandisse en sachant qu'elle a un père qui l'a choisi. Parce que je ne peux pas imaginer me réveiller dans cette nouvelle maison sans toi. Oui. » Clara rit à travers ses larmes. Oui, bien sûr, oui. Sky choisit ce moment pour se réveiller en pleurant de faim et ils se séparèrent en riant. Clara prit le bébé dans ses bras et le ramena dans son lit, s'installant pour l'allaiter tandis que Gideon s'asseyait à côté d'elle, la main posée sur son épaule. « Il va falloir lui trouver un prénom approprié, » dit Clara après un moment. « Sky Winslow ne semble plus très approprié. »« Sky Hale, » dit Gideon pour voir comment cela sonnait, « si tu es d'accord. »« Je suis d'accord avec tout. » Clara regarda sa fille, puis l'homme qui, d'une certaine manière, était devenu tout son avenir. « Quand est-ce qu'on le fait? Se marier. Je veux dire, quand tu veux. Demain, si tu veux, même si le village aurait besoin d'un peu de préavis. Laisse-les parler. De toute façon, ils ont déjà parlé. » Clara sourit. « Mais j'aimerais que Margaret et Rosie soient là, et Madame Coulter. Elles m'ont soutenu quand personne d'autre ne l'a fait. Alors nous ferons en sorte qu'elles soient là. » Gideon l'embrassa sur le front. « Nous ferons les choses bien, Clara. Tout sera légal et en règle pour que personne ne puisse le contester. » Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard dans le jardin de la maison nouvellement achevée. Le pasteur vint du village avec ce qui semblait être la moitié de Red Hollow. Certains étaient venus par pure bienveillance, d'autres probablement par curiosité, mais Clara se moquait de leur motivation. Elle enfila la robe que Margaret l'avait aidée à coudre, en coton simple teint d'un bleu doux, avec les bras de Sky et Rosie et Gideon à ses côtés, et prononça des vœux qui lui donnèrent l'impression de rentrer chez elle. M. Peterson était présent avec sa femme, ainsi que plusieurs familles qui avaient apporté des provisions après l'incendie. Même Mme Thornton était venue, mais elle resta à l'écart et partit immédiatement après la cérémonie. Cependant, sa présence, aussi réticente fut-elle, apporta une sorte de conclusion. La fête qui suivit fut simple mais joyeuse. Margaret avait préparé un gâteau avec le reste du sucre et quelqu'un avait sorti un violon.
On dansa dans la cour poussiéreuse et les enfants coururent dans tous les sens pendant que les adultes mangeaient, discutaient et portaient un toast aux jeunes mariés avec du whisky dilué. Clara dansa avec Gideon au coucher du soleil, sa main chaude sur sa taille, et ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était ça, le sentiment d'appartenance. Ce n'était pas l'absence de jugement, mais la présence de personnes qui avaient décidé de voir au-delà. Ce n'était pas la perfection, mais l'acceptation. À quoi penses-tu? Lui demanda Gideon en la serrant contre lui. Je suis heureuse d'avoir frappé à ta porte ce matin-là, même si tu m'as rejeté. La meilleure chose que j'ai jamais faite a été de te laisser me prouver que j'avais tort. Et maintenant, tu es coincé avec moi. Je ne changerai ça pour rien au monde. Les semaines suivantes s'écoulèrent à un rythme qui semblait à la fois nouveau et intemporel. Clara emménagea dans la maison principale, dans la chambre que Gideon avait construite en pensant à elle. Elle installa sa cuisine comme il se doit, avec les casseroles suspendues exactement où elle le voulait et une fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin. Sky avait un berceau dans sa chambre et passerait un jour dans la petite chambre voisine. Mais pour l'instant, Clara aimait avoir sa fille près d'elle. Le ranch prospérait sous la direction conjointe de Gideon et Daniel. Ils reconstituèrent le troupeau, réparèrent les clôtures et commencèrent à planifier les semailles de printemps. Le potager de Margaret était florissant, fournissant des légumes frais que Clara transformait en repas qui ravissaient les travailleurs. Ben se révéla doué avec les chevaux malgré son jeune âge, et Annie continua à s'occuper avec dévouement de Sky, qui s'asseyait désormais et attrapait tout ce qui était à sa portée. Par une fraîche matinée d'octobre, Clara se réveilla et trouva Gideon déjà debout, près de la fenêtre, contemplant le lever du soleil. Elle le rejoignit, s'enveloppant dans un châle pour se protéger du froid matinal. « Tu n'arrivais pas à dormir ?» demanda-t-elle. « Je réfléchissais, » répondit-il en l'attirant vers lui. « Il y a un an aujourd'hui, j'étais ici, parmi ces cendres, me demandant si j'aurais la force de tout reconstruire, me demandant si quelque chose avait encore de l'importance. » Clara s'appuya contre lui. « Et maintenant, j'ai tout ce qui compte. Un foyer, une famille, un avenir qui vaut la peine d'être défendu. » Il embrassa le sommet de sa tête. « C'est toi qui m'as donné tout cela. Toi et Sky, nous nous sommes donnés l'un à l'autre, » corrigea Clara. « J'étais aussi perdu que toi. Nous avons trouvé notre chemin ensemble. » Ils restèrent donc debout à regarder le ciel s'éclairer, et Clara pensa à la femme qu'elle était lorsqu'elle était arrivée à Red Hollow. Désespérée, honteuse, convaincue qu'elle ne serait jamais rien de plus que le scandale qui la précédait. Cette femme lui semblait désormais incroyablement lointaine, comme un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Derrière eux, Sky commença à s'agiter, avec ses sons matinaux exigeants et insistants. Clara se retourna pour aller la chercher, mais Gideon la devança et prit le bébé avec aisance. « Bonjour, ma petite, » lui murmura-t-il, et Sky répondit par un sourire baveux et en lui pinçant le nez. « Ta maman va préparer le petit déjeuner tout de suite. Tu penses que tu peux attendre? » Sky répondit en lui pinçant le nez plus fort, et Gideon rit, un son que Clara ne se lassait jamais d'entendre. Elle commença à préparer le petit déjeuner pendant que Gideon s'occupait du bébé, et bientôt, la cuisine s'emplit de l'odeur du café, du bacon et des biscuits qui doraient dans le four. À travers la fenêtre, elle pouvait voir Daniel se diriger vers la grange et Margaret étendre le linge tandis qu'Annie jouait à proximité. Les ouvriers s'affairaient dans la baraque et de la fumée s'échappait de la cheminée de la maison, où vivaient le contremaître et sa femme. C'était à nouveau un ranch. Plus que cela, c'était une communauté, un groupe de personnes qui avaient décidé de construire quelque chose ensemble à partir des ruines et de l'espoir. Lorsque le petit déjeuner fut prêt, Clara sonna la cloche qui pendait à la porte de la cuisine. Les ouvriers entrèrent avec la famille Winter. Tous prirent place à leur place habituelle autour de la longue table que Gideon avait construite. Clara servit le repas, tandis que Gideon tenait Sky dans ses bras, et le petit déjeuner fut accompagné d'une conversation détendue et de rire. Clara réalisa que c'était ce qu'elle avait cuisiné pendant tous ces mois. Pas seulement de la nourriture, mais aussi des liens. Pas seulement de quoi se nourrir, mais aussi un sentiment d'appartenance. Chaque miche de pain qu'elle avait laissée devant la porte, chaque marmite de soupe qu'elle avait préparée sur un feu de bois, chaque repas qu'elle avait servi depuis lors, tout avait contribué à créer ce moment, cette table, cette famille qu'elle avait trouvée dans l'endroit le plus inattendu.
Après le petit déjeuner, pendant que Clara faisait la vaisselle, Madame Coulter arriva pour l'une de ses visites régulières. Elle examina Sky attentivement, déclara qu'elle grandissait bien et accepta une tasse de café avec satisfaction. Vous avez bien fait, dit-elle en regardant Sky ramper avec détermination sur le sol. Toutes les deux. Cet endroit a repris vie comme il ne l'avait pas fait depuis des années. C'est ce que je ressens, acquiesça Clara. Et vous? Les yeux malicieux de Madame Coulter se posèrent sur Clara. Comment vas-tu vraiment? Clara réfléchit à la question. Son corps s'était remis de l'accouchement de Sky, même s'il en porterait toujours les cicatrices. Le jugement de la ville s'était adouci, mais il ne disparaîtrait probablement jamais complètement. Il y avait encore des jours difficiles, des moments où l'ancienne honte tentait de ressurgir ou où le tonnerre faisait battre son cœur plus fort. Mais il y avait aussi la lumière du matin dans sa cuisine, sa fille en bonne santé et heureuse, un mari qui l'aimait sans réserve et un travail qui lui donnait un but. Il y avait de la dignité dans ce qu'elle avait construit et de la fierté d'avoir survécu. Je suis heureuse, dit Clara avec simplicité. Plus heureuse que je n'aurais jamais pensé l'être. Madame Coulter acquiesça, satisfaite. Bien, tu l'as mérité. Ce soir-là, après que Sky se soit endormi et que la maison soit devenue silencieuse, Clara et Gideon s'assirent sous le porche qu'ils avaient ajouté à l'avant de leur nouvelle maison. Les étoiles brillaient dans le ciel et l'air sentait la sauge et les possibilités. J'ai pensé à grandir la cuisine, dit Clara. Si nous continuons à développer notre activité, nous aurons besoin de plus d'espace pour préparer les repas. J'ai déjà pris les devants. J'ai commandé les plans la semaine dernière. Gideon l'attira vers lui. J'ai pensé que tu voudrais aussi un cellier convenable et peut-être une cave froide pour le stockage. Tu me connais trop bien. Ce n'est pas possible. Je compte passer le reste de ma vie à découvrir de nouvelles choses sur toi. Clara sourit et posa sa tête sur son épaule. Au loin, elle pouvait entendre le mugissement du bétail et le mouvement des chevaux dans leurs écuries. C'étaient des sons normaux de la vie au ranch, mais pour elle, ils étaient extraordinaires. La preuve qu'elle avait trouvé sa place, qu'elle appartenait à cet endroit. « As-tu déjà des regrets? » demanda-t-elle soudainement. « De m'avoir accueilli, de m'avoir épousé, d'avoir adopté Sky. » Gideon resta silencieux un instant et le cœur de Clara se serra. Mais il finit par dire, « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, d'avoir perdu mon temps à avoir peur alors que j'aurais pu construire tout cela avec toi. Maintenant, nous sommes en train de le construire. C'est tout ce qui compte. » Oui, il embrassa ses cheveux. C'est tout ce qui compte. Ils s'assirent dans un silence confortable, contemplant les étoiles qui tournaient au-dessus de leur tête. Et Clara pensa au voyage qui l'avait amené jusqu'ici. Toute la douleur et la honte, tous les kilomètres désespérés et les nuits blanches qui l'avaient conduite jusqu'à ce porche, jusqu'à cet homme, jusqu'à cette vie. Non pas malgré les difficultés, mais grâce à elle. Elle s'était forgée dans le feu, au sens propre comme au figuré, et en était sortie plus forte qu'elle ne l'aurait cru possible. À l'intérieur, Sky émit un petit bruit dans son sommeil, et Clara sentit un intense amour maternel l'envahir. Sa fille grandirait ici, apprendrait à monter à cheval et à travailler la terre, et resterait forte face au jugement des autres. Elle connaîtrait sa valeur parce que Clara la lui enseignerait, lui montrerait par l'exemple que la valeur d'une femme n'était pas déterminée par sa situation, mais par son caractère. « Merci, dit Clara à voix basse. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Pour m'avoir donné une chance alors que personne d'autre ne l'a fait. Pour nous avoir choisis. » Gideon se retourna et prit son visage entre ses mains, caressant sa pommette avec son pouce. « Clara Hale, tu m'as redonné la vie. C'est quelque chose dont je te serai reconnaissant chaque jour. » Puis il l'embrassa, lentement et tendrement, et Clara lui rendit son baiser avec tout l'amour, la gratitude et l'espoir qui remplissaient son cœur. Quand ils se séparèrent enfin, la lune était pleine et brillante, baignant le ranch de sa lumière argentée. La terre qui avait failli les tuer était devenue leur foyer. L'incendie qui avait tout détruit avait ouvert la voie à quelque chose de mieux. Et la femme qui était arrivée sans rien d'autre que sa fierté et une casserole cabossée avait construit un avenir qui valait la peine d'être vécu. Clara se leva et tendit la main à Gideon. « Viens te coucher. Demain sera une autre longue journée. » Il prit sa main et se leva, et ensemble, ils entrèrent dans la maison qui était vraiment la leur, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait.
car ils avaient appris la vérité la plus importante. Que la famille n'est pas seulement celle dans laquelle on est, mais celle que l'on construit avec courage, foi et un amour qui refuse d'abandonner. Et le matin, lorsque Sky les réveillerait de ses gazouillis joyeux et que le soleil peindrait le désert d'or, Clara se lèverait, allumerait le poêle et recommencerait. Elle aurait besoin de pain, de préparer du café et de nourrir les personnes qui étaient devenues sa famille. Elle le ferait avec gratitude et élégance, sachant que chaque repas était un cadeau. Chaque jour était une seconde chance et chaque moment passé avec les personnes qu'elle aimait était sacré. Elle cuisinait pour eux, non pas parce qu'elle devait le faire, mais parce que c'était sa façon de montrer son amour. Et dans une cuisine baignée par la lumière du matin, avec sa fille dans les bras et son mari assis à table, et une ferme remplie de personnes qui avaient décidé de construire quelque chose de beau à partir des cendres, Clara savait sans aucun doute qu'elle était exactement là où elle devait être. Pun. Cette histoire s'arrête ici, mais l'aventure continue. Abonnez-vous et rejoignez-moi, car l'horizon réserve toujours une autre destination à ceux qui osent revenir.